Par une nuit de février, sous une tempête de neige, le vent hurlait sur Michigan Avenue comme un cri vivant. Le SUV noir de Lennox Ashford glissa devant un arrêt de bus, et la petite Meadow, sa fille de 5 ans, qui ne voulait pas dormir et avait insisté pour venir avec son père, pressa soudain son visage contre la vitre et cria « Papa, cette fille n'a pas de chaussures. » Lennox n'était pas le genre d'homme à s'arrêter pour qui que ce soit. Il était le patron du sud de Chicago. L'homme que toute la ville savait qu'il ne fallait pas contrarier ni regarder dans les yeux. Et puis Paloma, son autre fille, l'enfant timide qui avait à peine parlé aux étrangers depuis la mort de sa mère, murmura depuis la banquette arrière. Sa voix était si douce qu'elle disparut presque sous la tempête. « Elle pleure, papa. » Lennox ordonna au chauffeur de s'arrêter. Il sortit dans le vent hurlant et la neige, son pardessus noir claquant contre ses jambes. Il se dirigea vers le perron d'une boutique fermée. Une femme y était assise, recroquevillée sur elle-même. Ses pieds n'étaient couverts que de chaussettes fines sur la neige tassée. Un vieux sac de voyage était posé à côté d'elle. Ses lèvres étaient une violette de froid, et ses yeux bleu-gris, gonflés et vifs, le regardèrent. Sa peur était si épuisée qu'elle n'avait même plus la force d'être de la peur. Elle s'appelait Josephine Whitfield. Elle avait 27 ans. Pas plus tard que ce matin, elle était encore une épouse. Elle avait un petit appartement, une vie qui n'était pas riche, mais qui au moins lui appartenait. Puis son mari avait trouvé les résultats d'analyse dans son sac à main. Insuffisance ovarienne prématurée, infertilité, incapable d'avoir des enfants. L'homme qu'elle appelait son mari depuis 3 ans l'avait regardé avec des yeux plus froids que le blizzard dehors et avait dit « 3 ans, 3 fichues années que j'ai perdues avec toi. » Il avait jeté ses affaires dans un sac, ouvert la porte et l'avait poussée dehors. Dans une nuit d'hiver à Chicago, sans la laisser mettre ses chaussures, puis il avait fermé la porte à clé. Joséphine avait marché pendant des heures dans la tempête. Ses pieds s'engourdissaient sur le trottoir glissant de neige. Pas d'argent, pas de téléphone, personne au monde à appeler, jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur ce perron et attendre. Attendre quoi, elle ne le savait même pas. Peut-être que le froid l'emporte, peut-être que quelqu'un la voit, peut-être un miracle. Lennox demanda, d'une voix sèche et plate, « Qu'est-il arrivé? » Elle ne répondit pas, secouant seulement la tête. Mais alors Meadow, l'obstinée Meadow, la petite fille qui n'avait peur de rien au monde, sortit de la voiture en courant. Malgré les gardes qui essayaient de l'arrêter, elle plaça ses minuscules gants sur les genoux de l'inconnu. Et elle dit d'une voix claire de 5 ans qui perça la tempête, « Mesley, tes mains sont si froides. » Joséphine fixa les gants d'enfant sur ses genoux, et pour la première fois de la nuit, elle pleura à chaudes larmes. Lennox Ashford regarda la scène. Il y avait quelque chose dans les yeux dévastés de la jeune femme, quelque chose dans la façon dont elle tenait ses petits gants, comme si c'était de la chose la plus précieuse qu'on lui ait jamais donnée. Cela lui rappela quelque chose qu'il avait enfoui profondément depuis 3 ans. Il le refoula, puis il parla, d'une voix froide mais définitive, 4 mots dont il ne savait pas encore qu'ils changeraient tout. Montez dans la voiture. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, appuyez sur j'aime pour que plus de gens puissent l'entendre aussi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire que les miracles existent encore. Et si vous voulez continuer à cheminer avec des histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne vous laisserons pas marcher seuls. Le SUV noir glissait dans les rues vides sous le blizzard. Les lampadaires vacillaient derrière les vitres embuées. Et à l'intérieur de la voiture, il y avait un silence étrange. Joséphine ne savait pas si elle devait l'appeler la paix ou quelque chose de plus effrayant. Elle était assise sur la banquette arrière, son corps tremblant encore par vagues, même si la chaleur du chauffage commençait à s'infiltrer dans ses vêtements fins et trempés. Paloma, la plus petite des 2 sœurs, ne dit pas un mot, mais elle posa doucement sa tête contre l'épaule de Josie, comme si c'était de la chose la plus naturelle au monde, comme si elle avait l'habitude de faire ça avec quelqu'un depuis très longtemps. Et Josie sentit son cœur se pincer à ce petit geste. Meadow était tout le contraire, perché de l'autre côté. Ses jambes se balançaient sans toucher le sol, sa bouche ne s'arrêtait jamais. « Comment tu t'appelles? D'où tu viens? Tu as un chat? Pourquoi tu n'as pas de chaussures? Tu as froid? »« Papa, mais c'est ici. » Ah, ça n'a le mec. Lennox était assise sur le siège avant à côté de Brick.
Il ne se retournait pas, ne répondait pas à sa fille, mais Josie avait le sentiment qu'il écoutait chaque question, chaque souffle, chaque tremblement en elle, même s'il ne bougeait pas du tout. Brick conduisait dans un silence absolu. Ses yeux se posaient parfois sur le rétroviseur pour étudier Josie avec le regard froid et calculateur d'un homme habitué à évaluer le danger en quelques secondes. La voiture tourna dans le quartier de Gold Coast. Josie regarda à travers la vitre les manoirs qui se dressaient dans la neige comme des forteresses. Une lumière chaude et dorée se déversait des hautes fenêtres. Un monde dans lequel elle n'avait jamais osé imaginer que ses pieds entreraient. Quand le SUV s'arrêta devant la plus grande maison au bout de la rue, 3 étages, des murs en pierre de taille grise, un portail en fer s'ouvrant automatiquement, Josie sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas tant de la peur que de la honte. La honte d'une femme pieds nus, entrant dans un endroit où même la paire de chaussures la moins chère valait plus que tout ce qu'elle possédait. La porte d'entrée s'ouvrit et une femme plus âgée se tenait là. La posture droite, les cheveux argentés relevés en chignon, un cardigan gris boutonné jusqu'au cou, un visage sévère sans la moindre ride de bienvenue. Madame Péton toisa Josie de la tête aux chaussettes mouillées sur le sol en marbre. Son regard était plus froid que la tempête dehors. Lennox ne parla que brièvement. Préparez le salon. Elle reste cette nuit. Madame Péton pinça les lèvres, fit un signe de tête rigide, puis se détourna. Alors qu'elle menait Josie dans le long couloir, elle s'arrêta une seconde devant une photographie sur le mur. C'était le portrait d'une belle femme aux cheveux sombres, souriant vivement à côté de Lennox et de 2 nouveau-nés. Elle tendit la main pour redresser le cadre. Un petit geste, mais Josie comprit tout de suite. C'était un rappel. C'était une limite. C'était sa façon de dire que la seule maîtresse de cette maison était toujours là, sans avoir à ouvrir la bouche. La salle de bain avait de l'eau chaude. Et quand le jet tiède frappa les pieds de meurtris et engourdis de Josie, elle eut l'impression que quelqu'un lui avait planté un couteau dans la poitrine. La douleur et le soulagement arrivaient en même temps. Elle resta sous la douche et pleura sans faire de bruit. Les larmes se mêlaient à la chaleur, coulant sur des jambes qui, quelques heures plus tôt, trébuchaient dans la neige. Et elle ne pleurait pas pour Troy, ni pour l'appartement qu'elle avait perdu. Elle pleurait parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi un étranger lui donnait de l'eau chaude, alors que l'homme qu'elle avait appelé son mari pendant 3 ans ne l'avait même pas laissé mettre ses chaussures. Quand elle sortit, Madame Péton avait déjà posé un bol de soupe chaude sur la table de la cuisine. Quelques tranches de pain et un verre d'eau tiède. Pas de sourire, mais au moins de la nourriture. Josie s'assit pour manger tandis que les 2 enfants, qui auraient dû dormir depuis longtemps, étaient toujours assis en face d'elle, la regardant attentivement. Meadow demanda, sa voix claire et cruelle de la manière innocente que seuls les enfants peuvent avoir. « Tu as une maman? » Josie s'arrêta, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. Elle avala quelque chose qui n'était pas de la nourriture, puis secoua la tête. Meadow regarda sa sœur, puis de nouveau Josie, et dit d'un ton calme, comme si elle partageait un secret entre des gens qui appartenaient au même club. « Nous n'avons pas de maman non plus. » La cuisine plongea dans le silence. Le genre de silence lourd de 3 personnes qui savaient toutes ce qu'était la perte. Mais aucune d'entre elles n'était assez âgée ou assez courageuse pour la nommer. Lennox se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés sur la poitrine, le dos contre le mur. Et il regardait. Il regardait ces 2 filles assises avec une femme étrange qu'elles avaient rencontrée il y a moins de 2 heures. Il regardait Paloma se presser contre Josie, comme si elle avait trouvé le soutien qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Et quelque chose traversa ses yeux si vite que vous l'auriez manqué si vous ne regardiez pas attentivement. Puis il dit, au lit, toutes les 2. Les filles quittèrent la table après une faible protestation. Et Lennox conduisit Josie au salon qui avait été rapidement transformé en chambre. Un long canapé avec des draps blancs propres, une couverture épaisse, un oreiller. Josie se tenait dans l'embrasure de la porte, le regardant, et demanda d'une voix rauque, éraillée par trop de larmes. « Pourquoi m'aidez-vous? » Lennox ne la regarda pas. Il dit seulement, d'un ton plat et sec, « Ne posez pas tant de questions. Dormez. » Puis il se tourna et s'éloigna, ses pas lourds sur le parquet. Josie s'allongea sur un canapé inconnu dans une maison inconnue appartenant à un homme inconnu. Elle remonta la couverture jusqu'à sa poitrine, écouta le vent hurler dehors et pensa que demain, quand la tempête se calmerait,
Elle devrait partir. Elle devrait retourner à la réalité où elle n'avait rien et n'était personne. Mais au moins ce soir, elle était au chaud. Et c'était plus que ce qu'elle n'avait jamais eu. Josie se réveilla à un petit bruit. Pas la tempête, car la tempête était passée depuis longtemps. Pas le vent, car les fenêtres étaient fermées hermétiquement. Mais le bruit d'une respiration, une respiration douce, d'un enfant se tenant très près. Elle ouvrit les yeux et vit Paloma, la petite fille timide, qui avait à peine prononcé un mot la veille. Elle se tenait à côté du canapé, serrant une feuille de papier contre sa poitrine. Ses grands yeux sombres étaient fixés sur Josie comme si elle gardait un oiseau fragile, craignant qu'il ne s'envole. Quand elle vit Josie éveillée, Paloma ne parla pas. Elle tendit simplement le papier avec des mains lentes et prudentes. Josie vit un dessin au crayon. Des lignes maladroites de 5 ans, mais douloureusement claires. Une femme aux cheveux roux se tenait devant une maison brillant d'une lumière jaune à ses fenêtres. La neige tombait tout autour. Et sous le dessin, en grandes lettres majuscules inégales, un seul mot, bienvenue. Josie prit le papier à 2 mains et dut se mordre la lèvre fort pour ne pas pleurer devant l'enfant, car elle réalisa qu'en 27 ans de vie, c'était la première fois que quelqu'un écrivait ce mot pour elle, la première fois que quelqu'un l'accueillait quelque part. Et il avait été écrit par une enfant de 5 ans qu'elle connaissait depuis moins de 12 heures. Paloma la regarda tenir le dessin, puis se tourna et s'enfuit sans un mot de plus. Ses petits pas résonnèrent dans le couloir en bois. Josie s'assit, plia soigneusement le dessin et le glissa dans son soutien-gorge. Puis elle se dirigea vers la cuisine, où la voix de Meadow résonnait déjà depuis un certain temps. Le petit déjeuner était des pancakes préparés par Madame Patton. Elle posa les assiettes avec des mouvements vifs et efficaces. Rien de plus, rien de moins. Sans regarder Josie, sans la saluer, comme si elle était une nouvelle chaise ajoutée à la pièce qui n'avait pas encore mérité d'être acceptée. Meadow était assise devant ses pancakes, la fourchette à la main, la bouche pleine, mais parlant toujours parfaitement clairement. « Mademoiselle Josie, vous savez cuisiner? Qu'est-ce que vous cuisinez le mieux? Vous savez faire des pizzas? » Madame Piton ne sait pas faire de pizza. Elle ne fait que des pancakes et du bacon. Tous les jours, c'est la même chose. C'est ennuyeux. Madame Piton lança un regard vif à Meadow, mais ne dit rien. Et pour la première fois depuis la veille, Josie faillit sourire. Elle répondit doucement qu'elle était cuisinière, ou plutôt qu'elle avait été sous-chef dans un petit restaurant. Les yeux de Meadow s'illuminèrent, comme si Josie venait de prétendre qu'elle pouvait transformer les pierres en or. « Alors vous devez rester et cuisiner pour nous. Papa, dis-lui de rester et de cuisiner. » Meadow se tourna vers Lennox, qui était assis en bout de table, lisant quelque chose sur son téléphone, son expression illisible. Il ne répondit pas à sa fille. Il posa le téléphone, jeta un coup d'œil à Josie, puis se leva. « Mon bureau dans 5 minutes. » Puis il s'éloigna. Josie regarda Meadow, puis Madame Piton, puis le pancake dans son assiette qu'elle n'avait pas touché. Puis elle se leva et le suivit. Le bureau de Lennox se trouvait au bout du couloir du premier étage. Une porte en bois sombre s'ouvrant sur un grand bureau en noyer. Des étagères tapissaient les murs et une seule petite photographie sur le bureau. Encore une fois, la femme aux cheveux sombres du portrait du couloir, mais cette fois seule, souriante, une main posée sur son ventre de femme enceinte. Lennox était assis derrière le bureau, les doigts joints, et regarda Josie avec des yeux gris froids qui ne contenaient aucune trace de chaleur. Les yeux d'un homme habitué à jauger les gens en quelques secondes et à décider de leur sort en quelques secondes de plus. Nom complet, elle le lui dit. Âge, elle le lui dit. Avant d'être assise sur ce perron, qui étiez-vous? Josie répondit. Pas tout. Seulement la surface dont elle pouvait parler sans s'effondrer. Qu'elle avait été sous-chef et avait perdu son emploi quand le restaurant avait réduit ses effectifs. Qu'elle avait été mariée pendant 3 ans. Que son mari avait découvert qu'elle était stérile et l'avait mise à la porte la veille. Que le compte joint avait été bloqué. Qu'elle n'avait ni argent, ni téléphone, ni personne. Elle ne mentionna pas les familles d'accueil. Elle ne mentionna pas les années passées d'une maison à l'autre. Elle ne mentionna pas les mains qui étaient censées la protéger, mais qui avaient fait le contraire. Parce que cette partie d'elle gisait plus profondément que quiconque n'avait le droit de la toucher. Lennox écouta, silencieux pendant un long moment, son visage inchangé. Puis il parla d'un ton plat,
comme s'il récitait les termes d'un contrat. J'ai besoin de quelqu'un pour cuisiner pour la famille. 3 repas par jour. En échange, vous avez une chambre, de la nourriture et un salaire mensuel. Si vous le voulez, vous commencez aujourd'hui. Il n'y avait aucune sympathie dans sa voix, aucune pitié, aucune douceur, juste une offre sèche et pratique, de la manière dont on pourrait engager un plombier ou un jardinier. Et j'ai aussi compris que c'était sa façon d'aider sans appeler cela de l'aide. Sa façon de donner sans que personne ne se sente redevable. Elle voulait refuser par fierté, car elle subvenait à ses besoins depuis ses 18 ans et n'avait jamais dépendu de personne. Mais ensuite, elle regarda par la fenêtre du bureau et vit de la neige encore épaisse dans les rues. Elle vit la ville froide et indifférente, où elle n'avait ni toit, ni pièce de monnaie, ni main tendue. Et elle pensa au dessin de Paloma niché contre sa peau. Elle pensa aux petits gants de Meadow, à la soupe chaude de la veille, et elle hocha la tête. Je resterai. Lennox inclina la tête, se leva et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta sur le seuil, le dos tourné, et parla sans se retourner. Sa voix était toujours égale, mais maintenant chargée de quelque chose de plus lourd. Comme un avertissement, comme un rappel que cet endroit n'était pas le paradis, peu importe à quel point il semblait chaleureux. Il y a des règles dans cette maison. Brick vous les expliquera. Puis il s'éloigna, et Josie resta seule dans le bureau d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle regarda la photographie de la femme aux cheveux sombres, souriant sur le bureau, et se demanda dans quel genre de monde elle venait d'entrer. Brick attendait Josie dans le couloir juste après qu'elle soit sortie du bureau de Lennox. Le grand homme était appuyé contre le mur, les bras croisés sur une poitrine aussi large qu'une porte. Son visage était sans expression, mais ses yeux vifs suivaient chacun de ses mouvements, de la même manière qu'un chien de garde observe un étranger franchir le portail. Il y a quelque chose que vous devez savoir, dit Brick, sa voix basse et sèche, plus habitué à donner des ordres qu'à offrir des explications. Premièrement, ne descendez jamais au sous-sol, pour aucune raison. Peu importe ce que vous entendez là-bas, ce n'est pas votre problème. Deuxièmement, n'ouvrez jamais la porte d'entrée à personne. Même s'ils disent être la police, un livreur, un voisin. Si quelqu'un frappe, appelez Brick ou Madame Piton. Troisièmement, ne posez pas de questions à M. Ashford sur son travail. Ne demandez pas où il va, qui il rencontre, à quelle heure il rentre. Vous n'avez pas besoin de le savoir et vous ne devriez pas le savoir. Quatrièmement, ne quittez pas la maison seul. Si vous avez besoin d'aller quelque part, Brick vous conduira. Quand il eut fini, il tendit à Josie un petit téléphone, un ancien modèle, pas un smartphone. Il lui dit que c'était le seul téléphone qu'elle était autorisée à utiliser dans cette maison. Les numéros de Brick et de Madame Piton y étaient déjà programmés. Ils ne devaient être utilisés pour rien d'autre, sauf si elle en avait la permission. Josie prit le téléphone et le regarda dans sa paume. Un sentiment familier l'envahit. Le sentiment d'une enfant placée en famille d'accueil arrivant dans une nouvelle maison et se faisant lire une liste de ce qui n'était pas autorisé. Une liste qui était toujours plus longue que celle de ce qui était permis. Elle ne dit rien. Elle hocha seulement la tête parce qu'elle était habituée aux règles, habituée à vivre dans les maisons des autres et à suivre les lois des autres. Habituée à cela depuis qu'elle était trop jeune pour résister. Elle comprit que ce n'était pas une famille normale, que ce n'étaient pas les règles d'une maison ordinaire, que le sous-sol cachait quelque chose qu'elle n'était pas censée savoir, et que l'homme qui avait dit « monter dans la voiture », la veille n'était pas simplement un père riche avec 2 jeunes filles, mais elle ne posa pas de questions à cause de la règle numéro 3, et parce qu'une petite partie d'elle n'était pas prête à savoir. Ce midi-là, Josie prépara son premier repas dans une cuisine plus grande que tout l'appartement qu'elle avait partagé avec Troy. Elle choisit le plat le plus simple en lequel elle avait le plus confiance. Des pâtes avec une sauce tomate fraîche, du basilic et une touche d'ail doré. Rien d'élaboré, rien de compliqué. Mais elle cuisina avec les mains de quelqu'un qui se tenait devant une cuisinière depuis ses 16 ans. Des mains qui savaient exactement quand la sauce était assez épaisse, quand les pâtes étaient parfaitement cuites, quand l'ail passait de doré à brûlé en une seule seconde d'inattention. Meadow termina sa première assiette et en demanda une deuxième. De la sauce rouge maculait ses joues. Ses yeux brillants déclaraient que c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais mangée de sa vie. Paloma ne dit rien, mais vida également son assiette, puis repoussa doucement le plat vers Josie. Un éloge sans parole. Madame Piton goûta une cuillerée et ne parla pas, mais elle se servit une deuxième portion,
et Josie sut que c'était le plus grand compliment qu'elle recevrait. Lennox mangea en silence, son assiette laissée impeccable. Il fit un seul signe de tête et quitta la table. Josie se tenait dans la cuisine, regardant les assiettes vides, et sentit quelque chose de petit, mais de chaleureux s'agiter en elle. Quelque chose qu'elle avait oublié. Le sentiment d'être nécessaire. Le sentiment que ses mains pouvaient créer quelque chose de valeur, même si ce n'était qu'une assiette de pâtes. Mais cette petite joie ne dura pas. Cet après-midi-là, alors que Josie faisait la vaisselle, Madame Piton entra dans la cuisine. Elle attendit que les enfants se soient éloignés, puis conduisit Josie dans le couloir et s'arrêta devant la photographie de la femme aux cheveux sombres. Elle se tint à côté de Josie, les yeux fixés sur l'image, et quand elle parla, sa voix n'était pas cruelle, mais elle était froide, froide comme une porte qui se ferme fermement. Vous voyez la femme sur cette photo? C'est Camille Ashford. C'est la maîtresse de cette maison. Elle était extraordinaire. Elle était la seule personne au monde qui faisait rire M. Ashford. C'est la mère de ses deux filles. C'est l'âme de tout ce que vous voyez autour de vous. Et vous. Elle se tourna pour regarder Josie. Vous n'êtes qu'une invitée temporaire, ne l'oubliez pas. Josie ne discuta pas. Elle ne se défendit pas, ni n'expliqua qu'elle n'avait aucune intention de remplacer qui que ce soit, qu'elle essayait seulement de survivre un jour à la fois. Elle hocha simplement la tête, comme elle l'avait fait 100 fois dans sa vie, quand on lui rappelait qu'elle n'appartenait à aucun endroit. Puis elle retourna à la cuisine pour finir la vaisselle. Cette nuit-là, Josie était allongée sur le canapé du salon, la couverture remontée jusqu'au menton, les yeux ouverts, écoutant la maison respirer. Vers 2 heures du midi, elle entendit une voiture s'arrêter au portail. Une porte s'ouvrit doucement. Le bruit de plusieurs paires de pas traversant le premier étage. Des voix basses qu'elle ne pouvait pas distinguer. Puis la porte du sous-sol s'ouvrant et se fermant, lourde et finale. Josie resta immobile. Son cœur battait vite dans sa poitrine, et elle se souvint des mots de Brick pour aucune raison. Alors elle ferma les yeux et se força à essayer de dormir. Mais le sommeil ne vint pas. Il n'y avait que l'obscurité et le son de son propre rythme cardiaque. Et la question qu'elle n'était pas autorisée à poser. Que faisait exactement l'homme qui l'avait sauvé du blizzard dans le sous-sol à 2 heures du matin? Lennox Ashford ne dormait pas la nuit. Ou plutôt, il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait vraiment dormi. C'était peut-être il y a 3 ans, quand Camille était encore allongée à côté de lui. Sa chaleur était la seule chose au monde qui lui permettait de fermer les yeux sans craindre l'obscurité. Maintenant, l'obscurité était l'endroit où il vivait. C'était là qu'il travaillait. C'était là qu'il devenait l'homme que cette ville craignait. Et chaque nuit, après la fermeture de la porte du sous-sol, après la fin des réunions, après que le sang ou l'argent, ou les deux, aient changé de main, Lennox montait les escaliers jusqu'au 2e étage. Ses pas étaient lourds mais prudents. Il parcourait le couloir jusqu'à la chambre de ses filles, ouvrait la porte aussi silencieusement que possible, et s'asseyait dans le fauteuil entre les 2 petits lits. C'était le seul rituel qui restait de Camille. Elle avait fait cela chaque nuit, assise entre leurs lits, veillant sur elle pendant leur sommeil. Elle fredonnait une chanson que Lennox ne pouvait jamais se rappeler en entier, mais dont il se souvenait par bribes. Il se souvenait de la douceur de sa voix à la fin. Il se souvenait que Paloma tenait toujours la main de sa mère dans son sommeil. Il se souvenait que Meadow enlevait sa couverture et que Camille la remettait doucement autour d'elle. Et Lennox se tenait à la porte, regardant, pensant que c'était tout ce dont il avait besoin, que c'était la seule raison pour laquelle tout ce qu'il faisait dans l'obscurité avait un sens. Puis Camille est morte, et le rituel a failli mourir avec elle. Mais Lennox s'y est accroché, non pas parce qu'il était fort, mais parce que la première nuit après les funérailles, Paloma a pleuré sa mère à 2 heures du matin, et personne n'est venu. Madame Piton n'avait pas entendu depuis le rez-de-chaussée. Brick n'était pas dans la maison. Et Lennox, l'homme que tout Chicago craignait, s'est assis sur le sol de la chambre de sa fille, tenant d'une enfant de 2 ans qui sanglotait jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Il ne savait pas quoi faire, sauf la serrer plus fort. À partir de cette nuit-là, il s'est assis dans ce fauteuil chaque nuit pendant 3 ans. Ce soir n'était pas différent. Lennox était assis dans l'obscurité de la chambre des filles, le dos contre le fauteuil, les yeux ouverts, écoutant le rythme régulier de leur respiration. Paloma était allongée sur le côté, les bras enroulés autour de l'ours en peluche que Camille avait acheté avant la naissance des jumelles.
Son visage était paisible dans son sommeil. Puis elle a commencé à se tourner, son front se plissant, ses lèvres bougeant. Et Lennox savait ce qui allait arriver, car il l'avait vu des centaines de fois. Paloma gémit doucement, puis appela d'une petite voix brisée depuis son rêve. « Maman, maman. » Lennox se leva, s'assit sur le bord de son lit, posa sa grande main rugueuse sur son dos et la caressa doucement. Et puis il chanta, ou essaya de chanter, car Lennox Ashford ne savait pas chanter. Sa voix était basse et graveleuse, rien à voir avec celle de Camille. Mais il chanta la chanson qu'elle avait l'habitude de chanter, les mots dont il se souvenait, les notes qu'il devinait. Et d'une manière ou d'une autre, cette voix maladroite et brute suffisait. Paloma se calma. Sa petite main se leva et s'enroula autour de son doigt, et elle se rendormit. Lennox resta immobile, ne retirant pas sa main, regardant sa fille respirer. Sa gorge se serra avec quelque chose qu'il ne se permettait jamais de ressentir devant qui que ce soit. Puis, de l'autre lit, Meadow murmura dans son sommeil, les yeux fermés, la couverture enroulée à ses pieds après l'avoir repoussée toute la nuit. Et sa petite voix claire s'éleva dans la pièce sombre. Maman, Mademoiselle Josie ressemble à maman. Lennox se figea. Sa main était toujours dans celle de Paloma, mais tout son corps se raidit comme si de l'eau froide avait été versée le long de sa colonne vertébrale. Meadow rêvait. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. Mais les mots avaient été prononcés et ils flottaient dans l'obscurité de la pièce, comme quelque chose qui avait changé et ne pouvait plus être changé. Lennox retira doucement sa main de celle de Paloma, se leva, retourna au fauteuil au milieu de la pièce et fixa le vide. Il pensa à Camille, à son sourire, à sa main posée sur son ventre de femme enceinte sur la photo de son bureau, à sa voix chantant des berceuses, à la façon dont elle le regardait sans peur, même en sachant exactement qui il était. Et puis, pour la première fois en 3 ans, ses pensées se tournèrent vers la femme dans la pièce de l'autre côté du couloir. La jeune femme aux cheveux roux et bruns, avec des yeux bleu-gris qui avait pleuré quand sa fille avait placé de minuscules gants dans ses mains. La femme qui avait cuisiné une assiette de pâtes que ses enfants avaient entièrement terminée pour la première fois depuis des mois. La femme que sa fille avait dit dans son sommeil ressemblait à maman. Lennox se leva et entra dans le couloir, ses pieds le portant sans pensée consciente jusqu'à la porte de Josie. Il se tint là, regardant la porte fermée, écoutant le faible son de sa respiration à l'intérieur. Et il ne savait pas ce qu'il cherchait. Il ne savait pas ce qu'il voulait. Seulement que quelque chose en lui changeait d'une manière qu'il n'était pas prêt à nommer. Il resta là quelques secondes, puis se détourna, retourna dans sa propre chambre, ferma la porte et s'assit sur le bord de son lit, seul dans le noir. 2 semaines passèrent dans la maison de Gold Coast, et Josie s'était habituée à son rythme étrange. Elle était habituée à se réveiller tôt pour préparer le petit déjeuner avant que les enfants ne s'agitent. Habituée au flot incessant de questions de Meadow du matin au soir. Habituée au silence de Paloma, qu'elle commençait à comprendre comme un langage à part entière. Habituée au regard froid de Madame Peton et à l'absence quasi totale de Lennox pendant la journée. Mais il y avait une chose à laquelle elle ne pouvait pas s'habituer. Les pantoufles en mousse. Les vieilles pantoufles en mousse. Celles que Madame Peton lui avait tendues le premier soir étaient trop grandes, trop fines, glissant sur les parquets chaque fois qu'elle marchait trop vite. Et chaque fois que Josie baissait les yeux sur elle, elle se souvenait de ses pieds nus sur la neige. Elle se souvenait de la nuit où Troy l'avait poussée dehors sans la laisser mettre ses chaussures. Elle se souvenait de l'engourdissement qui montait de ses orteils à ses genoux, puis à sa poitrine, où un autre type d'engourdissement s'était installé, qui n'avait rien à voir avec l'hiver. Josie ne parla de chaussures à personne parce qu'elle n'avait pas l'habitude de demander. Elle ne l'avait jamais été. Enfant en famille d'accueil, elle avait appris que demander signifiait ouvrir la bouche pour se faire refuser. Tendre la main seulement pour qu'elle soit repoussée. Alors, elle se dit que lorsqu'elle recevrait son premier mois de salaire, elle achèterait les siennes. Elle prendrait soin d'elle-même comme elle l'avait toujours fait, sans avoir besoin de personne. Mais le matin du 15e jour, lorsque Josie ouvrit la porte de sa chambre pour aller préparer le petit déjeuner, elle faillit trébucher sur une boîte posée directement sur le seuil. Une boîte à chaussures, marron foncé, pas grande, mais solide, posée sur le sol du couloir comme si quelqu'un l'avait laissée là, au milieu de la nuit pendant qu'elle dormait. Josie s'accroupit et souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait une paire de bottes en cuir,
marron chaud, doublé de fourrure douce, exactement sa taille. Des bottes qui lui dirent au premier contact du cuir souple qu'elles n'étaient pas bon marché. Pas quelque chose attrapé à la hâte sur un portant de solde, mais quelque chose de choisi, de réfléchi, quelque chose sélectionné en pensant à ses pieds alors qu'elle ne le savait même pas. Mais ce qui lui coupa le souffle, ce n'étaient pas les bottes. C'était la feuille de papier posée dessus. Un dessin au crayon qu'elle reconnut immédiatement comme étant de Paloma. Deux petits pieds nichés dans des chaussures robustes, des flocons de neige et des cœurs tout autour. Et sous le dessin, dans les lettres majuscules inégales familières, les mots « Pour que tu n'aies plus jamais à marcher pieds nus ». À côté, d'une autre écriture, plus grande et plus sombre, clairement celle de Meadow, se trouvaient les mots « Papa les a achetés ». Mais c'était notre idée. Josie s'assit là, sur le sol du couloir, serrant les bottes contre sa poitrine. Et elle pleura. Elle pleura sans bruit, les épaules tremblantes, les larmes tombant sur le cuir marron doux. Et elle ne pleurait pas parce que les bottes étaient belles ou chères. Elle pleurait parce qu'en 27 ans de vie, à travers d'innombrables foyers d'accueil, à travers des adultes qui étaient censés l'aimer mais ne l'ont jamais fait, à travers 3 ans avec Troy qui ne lui a donné que ce qu'il voulait qu'elle ait et jamais ce dont elle avait besoin. C'était la première fois que quelqu'un remarquait qu'il lui manquait quelque chose et le lui donnait sans la faire demander, sans la forcer à mendier, sans exiger qu'elle échange quelque chose en retour. Deux petites filles de 5 ans l'avaient vue traîner des pieds dans la cuisine avec des pantoufles trop grandes. Et au lieu de détourner le regard comme le monde l'avait toujours fait, elles l'avaient dit à leur père et leur père avait acheté. Josie essuya ses yeux, enfoula les bottes, sentit la doublure chaude l'envelopper comme une étreinte et alla trouver Lennox. Il était dans son bureau, la porte entr'ouverte, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur portable. Et quand Josie se tint dans l'embrasure de la porte et dit « Merci », sa voix encore rauque d'avoir pleuré, Lennox ne leva pas les yeux. Il dit seulement de son ton plat habituel. « Elles m'ont dit de les acheter. J'ai juste payé. » Froid, dédaigneux, comme si ce n'était rien d'important, comme s'il n'y avait eu aucune part autre que d'ouvrir son portefeuille. Mais Josie vit ce qu'il ne réalisait pas qu'elle pouvait voir, parce que l'ordinateur portable faisait face à la porte et que l'onglet du navigateur était toujours ouvert. L'historique de recherche était clair sur l'écran. Bottes pour femmes les plus chaudes pour l'hiver à Chicago. Bottes en cuir doublé de fourrure pour femmes. Taille de 6. Meilleures bottes pour marcher dans la neige. Il n'avait pas seulement payé. Il avait cherché. Il avait lu. Il avait comparé. Il avait choisi pour une femme à qui il ne parlait pas plus de 10 phrases par jour, pour des pieds qu'il n'avait vus qu'une seule fois dans un blizzard et qu'il n'avait clairement jamais oublié. Josie ne dit rien de plus, car elle savait qu'il écarterait à nouveau le sujet si elle le faisait. Alors elle sourit simplement. Le premier vrai sourire depuis qu'elle était entrée dans cette maison, et elle se détourna. Elle ne savait pas que Madame Piton se tenait à l'autre bout du couloir, ayant tout vu. Vu Josie assise par terre en train de pleurer pour une paire de bottes. L'avoir vue aller remercier Lennox. L'avoir vue sourire et s'éloigner sans rien demander de plus. La femme plus âgée se tenait là, les doigts serrés sur le bord de son cardigan. Et pour la première fois en 2 semaines, depuis que cette jeune femme était entrée dans la maison, quelque chose dans le mur qu'elle avait construit commença à se fissurer. Pas à s'effondrer, pas encore, mais à se fissurer. Une fine fissure assez large pour laisser passer la lumière. Parce qu'elle réalisa que cette jeune femme n'était pas ce qu'elle avait craint. Pas avide, pas cupide, n'essayant de remplacer personne. Elle avait pleuré pour une paire de chaussures, et ce souvenir remua quelque chose en Madame Piton, quelque chose de Camille. Le premier jour où elle était entrée dans cette maison, tout aussi étonnée, tout aussi reconnaissante, tout aussi incertaine de mériter d'être là. C'est arrivé la 3e nuit après l'arrivée des bottes. Josie avait commencé à s'habituer à dormir sur le canapé du salon. Habituée à la maison qui craquait à minuit, habituée au bruit qu'elle se disait ne pas la concerner. Cette nuit-là, elle ne pouvait pas dormir parce qu'elle avait soif. La soif la plus simple du monde. Elle se leva pour aller à la cuisine chercher un verre d'eau. À 2 heures du matin, la maison était un autre monde, sombre et immobile. Les ombres des meubles s'étiraient sur le sol comme des doigts noirs sortant des coins.
Josie marchait pieds nus sur le bois froid, ne portant pas les bottes car elle ne voulait pas que le bruit des chaussures réveille qui que ce soit. Elle descendit le couloir, tourna dans la cuisine et c'est là qu'elle l'entendit. Des voix basses, étouffées, montant d'en bas, du sous-sol. L'endroit que la règle numéro 1 avait rendu interdit. Josie s'arrêta au milieu de la cuisine, le verre toujours à la main. Elle vit que la porte du sous-sol, à l'autre bout, était légèrement ouverte. Une lumière jaune terne filtrait par la fente, ainsi qu'une voix qu'elle reconnut comme celle de Lennox, et pourtant pas du tout celle de Lennox. La voix qu'elle connaissait était plate, avare de mots, celle qui disait « Ne posez pas tant de questions, dormez » ou « Les m'ont dit de les acheter ». Froide mais pas effrayante, vraiment. La voix d'un homme réservé, pas d'un homme cruel, mais la voix qui montait du sous-sol maintenant était différente. Plus basse, plus lente. Chaque mot mesuré avec une patience qui semblait plus terrifiante que la rage. La voix d'un homme qui n'avait pas besoin de crier pour faire trembler quelqu'un, car son calme était plus effrayant que n'importe quel cri. Josie savait qu'elle devait se détourner. Elle savait qu'elle devait verser son eau et retourner dans sa chambre. Elle savait que Brick avait dit « pour aucune raison ». Mais ses pieds n'écoutèrent pas. Ou peut-être que son cœur n'écoutait pas, car une partie d'elle avait besoin de savoir, avait besoin de voir la vérité sur l'homme qui l'abritait. Alors elle s'approcha de la porte entr'ouverte, juste un pas, assez pour regarder en bas de l'escalier dans le sous-sol. Et elle vit Lennox. Il se tenait au centre de la pièce sous les lumières jaunes ternes, les manches de sa chemise noire retroussées jusqu'au coude, le dos droit, les mains détendues le long de son corps. Devant lui, un homme était agenouillé sur le sol en béton, le visage meurtri, un œil enflé et fermé, du sang coulant de son nez à sa bouche, tout son corps tremblant. Brick se tenait à proximité, les bras croisés, l'expression vide, comme s'il regardait la météo. Lennox dit quelque chose que Josie ne put pas entendre entièrement. Mais elle entendit le ton, cette menace contenue, cette cruauté contrôlée qui fit l'homme se recroqueviller encore plus. Et elle comprit à cet instant que c'était le vrai Lennox. Pas le père qui s'asseyait entre les lits de ses filles à 3 heures du matin. Pas l'homme qui cherchait les bottes les plus chaudes pour Chicago sur son ordinateur portable, mais le patron du Southside. La raison pour laquelle Brick ne l'appelait jamais par son prénom. La raison pour laquelle cette maison avait des règles et la porte du sous-sol restait fermée. Puis Josie recula et sa hanche heurta le coin de la table de la cuisine. Le verre glissa de sa main, heurta le carrelage, se brissa. Le craquement sec fendit le silence comme un coup de feu, et tout en bas s'arrêta. Toutes les têtes se tournèrent vers les escaliers, vers l'ouverture étroite de la porte, vers elle. Lennox leva les yeux vers elle, et le gris de ses yeux, à ce moment-là, lui glaça le sang. Pas les yeux qui la regardaient à la table. Pas les yeux qui s'attardaient depuis l'embrasure de la cuisine quand les filles riaient. Mais les yeux d'un homme dangereux, le genre que toute la ville savait qu'il valait mieux ne pas croiser. Et à cette seconde, Josie comprit pourquoi. Brick fut à côté d'elle presque instantanément. Le grand homme monta les escaliers si vite qu'elle n'avait pas entendu ses pas. Sa main ferme mais pas rude autour de son coude, la guidant hors de la cuisine, dans le couloir jusqu'à sa chambre. Sa voix basse, pas en colère, mais lourde comme de la pierre. « Vous n'avez rien vu. Vous comprenez? » Josie hocha la tête, tout son corps tremblant. Brick ferma sa porte et s'éloigna, ses pas s'estompant. Josie s'assit sur le canapé, remonta la couverture jusqu'à sa poitrine et réfléchit. Elle pensa qu'elle devrait courir. N'importe quelle personne normale courait. C'était un monde de violence, de crime, d'hommes agenouillés sur du béton, avec du sang sur le visage. Et elle n'y avait pas sa place. Mais ensuite, elle pensa à Paloma, se tenant à côté de son lit chaque matin avec un nouveau dessin. Elle pensa à Meadow la serrant dans ses bras 2 nuits plus tôt, après un cauchemar, et l'appelant par son nom au lieu d'appeler maman pour la première fois. Elle pensa aux bottes en cuir marron posées soigneusement à côté du canapé. Les bottes que quelqu'un avait cherchées à minuit sous les mots « les plus chaudes pour l'hiver à Chicago ». Elle n'avait nulle part où aller. Oui, mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle elle restait. Elle restait parce qu'une partie d'elle, la partie qui avait survécu à 27 ans d'abandon et avait appris à voir les gens par ce qu'ils faisaient plutôt que par ce qu'ils prétendaient, croyait qu'un homme qui cherchait les bottes pour femmes les plus chaudes au milieu de la nuit n'était pas entièrement un monstre.
Que dans l'obscurité de ce sous-sol, vivait encore le père qui chantait des berceuses maladroites à 3 heures du matin. Et ces deux hommes existaient dans le même corps. Josie, une fille qui avait vécu dans les maisons d'étrangers depuis qu'elle était trop jeune pour comprendre, savait mieux que quiconque qu'une personne n'est jamais une seule chose. Le lendemain matin, Josie ne prépara pas le petit déjeuner à l'heure pour la première fois depuis son entrée dans la maison. Non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle était restée assise sur le canapé de 4 à 6 heures du matin. Elle fixait les bottes en cuir marron à ses pieds, se demandant si elle devait les enfiler pour sortir par la porte d'entrée ou les enfiler et entrer dans la cuisine. Si elle devait fuir ou rester. Et quand Madame Péton frappa à sa porte et à 6h30 avec 3 coups secs et irrités, Josie sut qu'elle avait choisi de rester au moins un matin de plus. Elle cuisina en silence, des œufs au plat et du pain grillé. Meadow mâchait et parlait comme toujours. Paloma dessinait sur une serviette avec les crayons qu'elle transportait de sa chambre. Madame Pat versait le café avec une sévérité qui suggérait que 15 minutes de retard étaient presque impardonnables. Et Lennox n'était nulle part en vue. Le petit déjeuner se termina. Les filles coururent jouer. Madame Peyton débarrassa la table et Josie lavait la poêle quand Brick entra dans la cuisine et s'arrêta à côté d'elle. Monsieur Ashford veut vous voir. Bureau maintenant. Josie s'essuya les mains sur une serviette, son cœur battant plus vite. Elle descendit le couloir avec la certitude que c'était le moment où elle serait renvoyée, qu'elle avait vu ce qu'elle n'était pas censée voir, et que maintenant Lennox lui dirait de quitter la maison, de laisser les bottes, de laisser les dessins de Paloma, de laisser les rires de Meadow et de retourner dans les rues enneigées où personne ne l'attendait. La porte du bureau était ouverte. Lennox était assis derrière son bureau, ne regardant ni un ordinateur portable, ni un téléphone. Ses deux mains reposaient sur la surface en noyer, les yeux fixés sur elle alors qu'elle entrait. Il ne lui dit pas de s'asseoir, mais il ne lui dit pas non plus de rester debout. Alors Josie resta au centre de la pièce, les doigts agrippés à l'ourlet de son pull, attendant le jugement. Le silence s'étira assez longtemps pour qu'elle entende le tic-tac de l'horloge murale, pour qu'elle entende le rire lointain de Meadow quelque part dans la maison, pour qu'elle entende son propre rythme cardiaque dans ses oreilles. Puis Lennox parla, ni fort, ni doucement. Son ton était plat, mais lourd en dessous. « Vous avez peur de moi? » Pas une question, une déclaration, une vérité qu'il avait lue sur son visage depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Peut-être depuis le moment où leurs regards s'étaient croisés à travers la fente de la porte du sous-sol la nuit précédente. Josie aurait pu mentir. Elle aurait pu secouer la tête, forcer un sourire, dire que ce n'était rien. Mais elle était fatiguée des mensonges. Elle avait vécu toute sa vie à l'intérieur d'eux. Mentir pour être adoptée. Mentir pour que Troy ne se mette pas en colère. Mentir pour que le monde pense qu'elle allait bien, alors elle dit la vérité. Oui, un mot honnête, suspendu entre eux. Lennox ne réagit pas avec colère ou déception. Il fit seulement un petit signe de tête comme s'il n'attendait aucune autre réponse. Puis il baissa les yeux sur ses mains, grandes et marquées de cicatrices sur les articulations, et commença à parler. Sa voix était différente maintenant. Pas le ton sec du commandement, pas la menace mesurée du sous-sol, mais la voix d'un homme disant quelque chose qu'il disait rarement, peut-être n'avait jamais dit à personne d'autre que Camille. Il lui dit qu'il était né dans le South Side de Chicago, le fils d'un homme dont il ne prononçait pas le nom, mais dont Josie pouvait facilement imaginer le pouvoir dans le monde souterrain de la ville. Et quand il fut assez grand pour comprendre ce que faisait sa famille, il fut assez grand pour savoir qu'il n'avait pas le choix. Soit il acceptait l'héritage, soit il mourait. Pas métaphoriquement, pas de manière exagérée, mais vraiment mourir. Parce que dans ce monde, il n'y avait pas de place pour le refus. Il choisit de vivre, et le coût de la vie fut de devenir ce qu'il était maintenant. Puis il parla de Camille, et quand il prononça son nom, sa voix changea. Pas plus douce, mais plus lente, comme si chaque mot lié à elle portait plus de poids. Camille savait tout. Elle savait qui il était, ce qu'il faisait, ce que le sous-sol cachait, et elle est restée. Elle l'aimait. Elle lui a donné 2 filles. Elle leur chantait des chansons tous les soirs. Elle le regardait sans peur. Puis elle est morte il y a 3 ans. Un accident de voiture sur l'autoroute. Un véhicule perdant le contrôle et percutant la barrière. Et Lennox s'arrêta là un moment avant d'ajouter d'une voix plus basse. Ou du moins,
C'est ce que la police a dit. Josie entendit l'espace entre ces mots. Elle comprit qu'il n'était pas certain que ce fût un accident, que quelqu'un aurait pu causer la mort de sa femme, et que cette incertitude le rongeait autant que la perte elle-même. Lennox dit que lorsque Camille est morte, la dernière partie de lui qui savait comment aimer, comment rire, comment ressentir autre chose que la colère et le vide est morte avec elle. Seules ses filles le maintenaient ancré. Deux petites filles sur les visages desquelles il voyait encore Camille. Et il laisse rester pour elle, seulement pour elle. Je ne suis pas un homme bon, dit Lennox, croisant le regard de Josie. Et dans le gris, elle vit quelque chose d'inattendu. Pas une menace, pas un défi, mais une honnêteté dépouillée de la part de quelqu'un qui avait cessé de faire semblant depuis longtemps. Je n'ai jamais été un homme bon, mais mes filles méritent d'être entourées de bonnes personnes. Josie se tenait au centre de la pièce, regardant l'homme qu'elle avait vu la nuit précédente, debout au-dessus de quelqu'un agenouillé sur du béton. L'homme qu'elle craignait. L'homme qui venait d'ouvrir sa poitrine et de la laisser voir à l'intérieur. Et elle demanda doucement, « Pourquoi me dites-vous cela? » Lennox soutint son regard, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, ses yeux n'étaient pas entièrement froids. Il y avait quelque chose de plus chaud d'un seul degré, mais c'était suffisant. Parce que vous méritez de savoir dans quelle maison vous êtes, et vous avez toujours le droit de partir. Il a dit partir, mais pas vous devriez partir. Et Josie entendit la différence. Elle entendit l'espace entre la permission et le désir. Elle entendit ce qu'il ne disait pas dans la façon dont il ne se levait pas pour lui ouvrir la porte, dans la façon dont il restait assis, attendant sa décision, dans la façon dont ses mains se resserraient légèrement sur le bureau, comme si sa réponse importait plus qu'il ne voulait l'admettre. Josie le regarda la photo de Camille sur le bureau, regarda par la fenêtre la neige qui recouvrait encore la ville. Puis elle baissa les yeux sur les bottes en cuir marron à ses pieds. Les bottes qu'il avait cherchées sous les mots les plus chaudes pour l'hiver à Chicago. Et elle ne partit pas. Les jours qui suivirent se déroulèrent avec un rythme que Josie n'osait pas appeler le bonheur, mais elle ne savait pas comment le nommer autrement. Peut-être la paix, du genre fragile, comme une fine couche de glace sur un lac en hiver. Belle, mais susceptible de se briser si quelqu'un marchait trop fort. Elle préparait 3 repas par jour, et chaque repas devenait quelque chose de plus que de la nourriture. C'était sa façon de parler à la maison quand elle ne savait pas comment utiliser les mots. C'était sa façon de dire à Meadow qu'elle avait entendu son souhait de pizza. Alors elle apprit à faire la pâte à partir de rien et regarda l'enfant dévorer 3 parts d'affilée avant de déclarer que Josie était une magicienne. C'était sa façon de dire à Paloma qu'elle se souvenait de sa gourmandise, en façonnant un pancake en forme de smiley chaque matin et en l'arrosant de miel. Et bien que Paloma ne dise rien, elle mangeait toujours celui-là en premier. Paloma commença à changer lentement, si subtilement que cela serait passé inaperçu pour quiconque ne prêtait pas attention. Mais Josie prêtait attention, car elle avait été l'enfant silencieuse dans les foyers d'accueil, et elle savait ce que ce silence signifiait de l'intérieur. Paloma commença à parler. Pas beaucoup et pas à n'importe qui d'autre. Seulement à Josie. Des phrases courtes au début, comme « Mademoiselle Josie, j'ai dessiné ça pour vous. » ou « Mademoiselle Josie, je veux m'asseoir à côté de vous. » Puis progressivement plus longue, et Josie tenait chaque mot comme de l'or, car elle savait qu'un enfant qui choisissait de vous ouvrir la bouche était un cadeau qu'aucun argent ne pouvait acheter. Puis vint la nuit où Meadow fit un cauchemar. Pas le premier, mais la première fois que Josie était là seule quand c'est arrivé. Madame Piton dormait. Lennox n'était pas encore rentré. Les cris de Meadow résonnèrent dans le couloir et entraînèrent Josie dans la chambre des filles. L'enfant était recroquevillé, les yeux fermés, les larmes striant ses joues, appelant maman encore et encore comme une prière dont elle ne savait pas si quelqu'un pouvait l'entendre. Josie s'assit sur le bord du lit, la prit doucement dans ses bras et chanta. Pas une berceuse célèbre, rien de parfait, mais la seule chanson dont elle se souvenait de son passage en famille d'accueil. Celle que la 3e mère d'accueil, la seule vraiment gentille dans une longue chaîne de méchanceté, lui avait chanté les nuits où elle pleurait une mère biologique qu'elle n'avait jamais connue. La voix de Josie était douce, légèrement rauque, pas belle mais chaude. Et Meadow se calma lentement, sa petite main agrippant la chemise de Josie avant que le sommeil ne la reprenne.
Paloma, réveillé à un moment calme que personne ne remarqua, sortit de son propre lit et se blottit de l'autre côté de Josie. Et Josie resta assise là, tenant les deux filles, fredonnant une chanson d'une autre vie, sentant quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se réparer lentement, morceau par morceau. Lennox rentra à 3 heures du matin, monta les escaliers, se dirigea vers la chambre de ses filles, comme il le faisait chaque nuit, et s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Josie s'était endormie dans le fauteuil à côté du lit, la tête penchée sur le côté. Les deux filles étaient blotties l'une contre l'autre sur le matelas, chacune tenant une de ses mains. Et sur les trois visages reposait une paix que Lennox n'avait pas vue dans cette pièce depuis que Camille était en vie. Il resta là longtemps, plus longtemps que n'importe quelle autre nuit, sa main agrippant le cadre de la porte jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Le lendemain matin, à la table de la cuisine, Josie versa le café de Lennox comme elle le faisait chaque jour. Et quand elle posa la tasse, ses doigts effleurèrent le dos de sa main, juste une fraction de seconde, et tous deux se retirèrent comme s'ils s'étaient brûlés. Josie baissa les yeux. Lennox regarda ailleurs. Aucun ne parla. Mais Brick se tenait dans l'embrasure de la porte avec sa propre tasse, le coin de sa bouche tressaillant une brève seconde avant que son expression de fer ne revienne. Cet après-midi-là, Josie utilisa le petit téléphone que Brick lui avait donné pour appeler Lainey, sa seule amie proche, celle qu'elle n'avait pas pu joindre depuis la nuit du blizzard. Et quand Lainey entendit sa voix, elle cria si fort que Josie dut éloigner le téléphone de son oreille. « Josie Whitfield, je te croyais morte. Où étais-tu depuis des semaines? » Josie lui raconta une partie de la vérité. Qu'elle séjournait dans une famille, qu'elle cuisinait, qu'elle avait un endroit où vivre, qu'elle était en sécurité. Lainey se tut un moment, puis demanda du ton bas qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle était vraiment inquiète. « Quelle famille, Josie? »« Gold Coast. Qui là-bas engage une cuisinière comme ça? » Et quand Josie dit Ashford, il y eut un silence assez long pour que Josie sache que Lainey reconstituait le puzzle. Puis la voix de son amie éclata, vive et alarmée. « Tu vis avec la mafia. As-tu perdu la tête? » Josie ne sut pas quoi répondre, car elle ne pouvait pas le nier et ne pouvait pas expliquer que le chef de la mafia avait cherché les bottes les plus chaudes pour elle et que ses filles lui faisaient des dessins de bienvenue. Alors elle dit seulement qu'elle allait bien. Et Lainey, qui la connaissait assez bien pour savoir quand ne pas insister, répondit « Fais juste attention, Josie. » Mais cette paix fragile se brisa davantage 2 semaines plus tard lorsqu'une épaisse enveloppe arriva par la poste. Brick l'ouvrit en premier, vérifia son contenu, puis la lui tendit. À l'intérieur se trouvaient les papiers de divorce de Troy, accompagnés de la demande de son avocat de conserver tous les biens communs. L'appartement, la voiture, les comptes joints, tout. Josie s'assit à la table de la cuisine, fixant la pile de langage juridique qu'elle comprenait à peine, et pleura. Pas pour l'argent ou les biens, car il n'y en avait pas beaucoup, mais parce que 3 ans de mariage étaient maintenant réduits à des feuilles de papier blanc. Et l'homme qui avait juré de l'aimer devant Dieu engageait des avocats pour prendre les quelques miettes qui restaient. Ses larmes tombèrent sur la première page et brouillèrent la signature de Troy dans le coin. Et elle resta assise là, seule dans la cuisine, pleurant sans bruit. Le lendemain matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Brick entra et posa une carte de visite devant elle sur la table. Un cabinet d'avocats du centre-ville de Chicago. Le genre de carte épaisse et gaufrée que seuls les avocats les plus chers utilisaient. Et en dessous, une petite note manuscrite avec un bref message. « Payez en totalité. Vous ne devez rien. » Josie regarda la carte puis Brick. Il haussa simplement les épaules de sa manière habituelle, le visage de pierre, et dit « Monsieur Ashford m'a demandé de vous la donner. Appelez-les. » Puis il sortit et Josie resta là, tenant la carte, se souvenant de l'historique de recherche sur l'ordinateur portable, se souvenant des bottes, se souvenant comment Lennox avait dit « J'ai juste payé », alors que la vérité était bien plus grande. Et elle comprit que c'était sa façon de prendre soin. Pas avec des mots, pas avec des étreintes, pas avec « Est-ce que ça va? » mais avec les bottes les plus chaudes et le meilleur avocat et un message puissant écrit sur un petit morceau de papier. 3 mois dans la maison de Gold Coast, et Josie était devenue quelque chose de plus que la cuisinière, bien que personne ne l'ait jamais dit à voix haute. Elle emmenait Paloma et Meadow à l'école chaque matin, assise sur la banquette arrière avec elle pendant que Brick conduisait.
Elle écoutait Meadow bavarder sans cesse sur tout ce qui s'était passé ou pourrait se passer. Elle regardait Paloma dessiner tranquillement dans le petit carnet qu'elle emportait partout. Elle les récupérait chaque après-midi, aidait Meadow avec les mathématiques qu'elle détestait et lisait une histoire à Paloma avant de dormir. 2 livres chaque soir, ni plus ni moins, car Paloma ne fermait pas les yeux s'il n'y en avait pas eu exactement 2. Elle apprit par cœur que Meadow aimait les œufs brouillés, mais refusait les œufs au plat. Que Paloma ne mangeait des carottes que si elles étaient coupées en étoiles. Que les 2 filles avaient une peur du tonnerre, mais que Meadow criait tandis que Paloma se taisait et agrippait la main la plus proche. Elle savait ces choses parce qu'elle prêtait attention, parce qu'elle avait été l'enfant que personne ne remarquait, et elle s'était juré que ces 2-là ne connaîtraient jamais ce sentiment. Pourtant, Madame Piton restait distante. 3 mois s'étaient écoulés, et elle l'appelait toujours Mademoiselle Whitfield. Elle gardait toujours une distance polie mais indéniable que Josie pouvait sentir chaque fois que la femme plus âgée la croisait dans le couloir. Elle redressait toujours la photo de Camille chaque matin comme un rappel rituel que la vraie maîtresse de la maison était présente, même dans la mort. 3 ans passés, mais pas du tout partis. Josie ne lui en voulait pas. Elle comprenait que Madame Peton avait aimé Camille, avait pris soin de cette famille depuis la naissance des filles, et qu'à ses yeux, Josie était une intruse, traversant un sol sacré qu'elle avait juré de garder pour quelqu'un qui n'était plus là. Puis c'est arrivé un soir de semaine, alors que Lennox était en voyage d'affaires à Detroit et que Brick était parti avec lui. Quand il ne restait que 4 personnes dans la maison, Josie, Madame Piton et les 2 filles. Josie se réveilla à 2 heures du matin au son d'un bruit provenant de la chambre des enfants. Pas des pleurs, mais un gémissement bas et brisé, le son d'un enfant en détresse. Elle courut dans le couloir pour trouver Paloma recroquevillée sur son lit, le visage rouge vif, le front humide de sueur, son petit corps tremblant, les yeux fermés. Quand Josie posa sa main sur le front de l'enfant, elle sut immédiatement que la fièvre était élevée, dangereusement élevée. Assez chaude pour qu'elle retire sa main avec alarme. Madame Piton était déjà là, debout près du lit, une main agrippant le cadre du lit. Son visage était vidé de sa couleur, et pour la première fois depuis que Josie la connaissait, cette expression parfaitement contrôlée et sévère se brisa. Elle avait peur. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait le téléphone. Sa voix tremblait alors qu'elle appelait le médecin. Josie vit à ce moment-là que la femme plus âgée aimait les filles comme si elles étaient ses propres petites filles. Mais l'âge et la peur lui volaient sa capacité à agir. Josie ne paniqua pas. Elle ne savait pas pourquoi elle ne paniquait pas, car elle n'avait jamais soigné un enfant fiévreux auparavant. Mais quelque chose en elle se souleva, un instinct qu'elle ne savait pas posséder jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Et elle agit. Elle prit un chiffon tiède et essuya doucement la peau de Paloma pour faire baisser la température. Pas d'eau froide, car elle se souvenait avoir lu une fois que le froid pouvait choquer le système d'un enfant. Elle chercha dans l'armoire à pharmacie un réducteur de fièvre pour enfants, lut attentivement la posologie, la mesura précisément, persuada Paloma d'avaler. Puis elle la prit dans ses bras, la tenant droite et stable, et commença à chanter. C'était la même berceuse de son enfance en famille d'accueil, celle qu'elle avait chantée à Meadow des semaines plus tôt. Sa voix était basse et régulière, la répétant encore et encore jusqu'à ce que la respiration de Paloma se régularise progressivement. Meadow se réveilla à l'agitation et s'assit dans son lit avec de grands yeux anxieux. Josie lui fit signe de s'approcher, lui chuchotant que sa sœur n'avait qu'une fièvre et qu'elle irait bien. Et Meadow descendit et se pressa contre l'épaule de Josie, silencieuse pour une fois dans sa vie, ne posant pas une seule question. Paloma s'agrippa à la chemise de Josie, sa petite main brûlante serrant le tissu, comme si c'était une bouée de sauvetage. Et dans le brouillard de la fièvre, elle murmura un mot si doux que seule Josie put l'entendre, car la tête de l'enfant reposait contre sa poitrine. Maman, un mot. Puis elle refit surface légèrement, reconnut son erreur et se corrigea dans un faible murmure, Mademoiselle Josie. Mais le premier mot avait déjà été prononcé. Il flottait dans l'air entre elles, et Josie se mordit les lèvres si fort qu'elle crut qu'elle pourrait saigner, refusant de pleurer devant un enfant malade. Le médecin arriva 40 minutes plus tard, examina Paloma, les assura que ce n'était qu'une fièvre virale.
Les médicaments et les soins étaient exactement ce qu'il fallait. Elle se rétablirait en un jour ou deux. Après son départ, Paloma s'était endormie dans les bras de Josie et Meadow s'était assoupi contre son épaule. Josie recoucha soigneusement les deux filles dans leur lit, les borda et sortit. Madame Piton était assise seule à la table de la cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de thé refroidi. Son dos était plus voûté que Josie ne l'avait jamais vu. Josie se déplaça pour lui verser une nouvelle tasse. Mais Madame Piton parla la première, sa voix instable. Une voix que Josie n'avait jamais entendue de la part de la femme qui était toujours si composée. Camille avait l'habitude de chanter quand les filles étaient malades. Elle avait une belle voix, plus belle que la vôtre. Où elle fit une pause, déglutit difficilement, puis continua, et sa voix trembla davantage. Je vous détestais, mademoiselle Whitfield. Depuis le jour où vous êtes entrée dans cette maison, je vous ai détesté parce que vous étiez dans sa cuisine. Vous cuisiniez sur sa cuisinière. Vous chantiez pour ses enfants, et vous me la rappeliez chaque jour jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Elle s'arrêta, les yeux rougis. Josie ne dit rien car elle comprit que c'était un moment pour écouter, pas pour se défendre. Mais j'avais tort. Le dernier mot se brisa légèrement, juste assez pour que Josie entende 3 mois de fierté et de chagrin s'effondrer. Vous ne la remplacez pas. Vous n'êtes pas elle. Vous êtes. Elle hésita, cherchant le mot juste, puis dit doucement, presque dans un murmure. Vous êtes Josie. Pour la première fois en 3 mois, elle prononça son nom. Pas mademoiselle Whitfield, pas la cuisinière, Josie. Cela sonnait comme une porte qui s'ouvre, comme le dernier mur de la maison qui cède enfin. Josie s'assit à côté d'elle et ne parla pas. Elle posa simplement sa main sur celle de la femme plus âgée, et Madame Péton ne la retira pas. Elle la laissa reposer là, et les deux femmes s'assirent dans la cuisine silencieuse, une vieille et une jeune, sachant toutes deux ce que signifiait la perte, apprenant toutes deux comment laisser quelqu'un entrer dans l'espace que les morts avaient laissé derrière eux. Lennox commença à changer. Pas bruyamment, pas avec des déclarations, mais de manière discrète que seule une personne vivant sous le même toit remarquerait. De la manière que Josie remarquait, car elle lui prêtait plus d'attention qu'elle ne voulait l'admettre. Il commença à rentrer plus tôt. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que la différence compte. Avant, il rentrait à 1 ou 2 heures du matin, quand la maison dormait. Maintenant, il arrivait parfois à 7 heures du soir, à temps pour le dîner, à temps pour s'asseoir à table avec ses filles au lieu de manger seul dans son bureau, comme Madame Peton disait qu'il l'avait fait pendant 3 ans. Il commença à poser des questions à Josie sur la nourriture. Pas poliment, pas par obligation, mais comme s'il voulait vraiment savoir. Qu'as-tu mis dans la sauce ce soir? C'est différent. Ou le poisson d'hier. Peux-tu le refaire? Meadow n'arrête pas d'en parler. Chaque brève question, elle la gardait précieusement dans sa poitrine, car elle savait que Lennox Ashford n'était pas un homme qui demandait s'il ne s'en souciait pas. Puis un matin, Josie se coupa les cheveux. Pas dans un salon, car elle n'allait nulle part seule, mais dans la salle de bain avec des ciseaux empruntés à Madame Peton. Elle les coupa plus courts, jusqu'aux épaules, au lieu de les avoir dans le dos. Un petit changement, mais le premier qu'elle avait choisi pour elle-même depuis son entrée dans la maison. Sa manière silencieuse de se dire qu'elle recommençait. Quand elle entra dans la cuisine ce matin-là, Lennox était à table, regardant son téléphone. Il leva les yeux et ne détourna pas le regard immédiatement comme il le faisait d'habitude. Il regarda et continua de regarder. Ses yeux gris s'attardant sur les cheveux roux et bruns plus courts. Sur son visage maintenant encadré différemment. Son cou et sa clavicule plus visibles à la lumière du matin. Il regarda assez longtemps pour que Meadow, assise avec son pancake, le remarque. Et elle dit d'une voix claire, innocente et impitoyable. « Papa, pourquoi tu regardes mademoiselle Josie comme ça? » Lennox se détourna aussitôt, posa son téléphone et dit « Je ne la regarde pas d'une manière particulière. Trop vite pour être convaincant. » Josie baissa la tête et fit semblant de se concentrer sur la poêle d'œuf pour cacher la chaleur qui montait à ses joues. Et depuis l'embrasure de la cuisine, Brick toussa. La toux la plus fausse et la plus évidente qu'elle ait jamais entendue. Le son d'un homme essayant de ne pas rire et échouant lamentablement. Quelques semaines plus tard, Lennox avait des invités, des partenaires comme il les appelait. 3 hommes en costume cher que Josie savait qu'il valait mieux ne pas étudier de trop près. Mieux valait ne pas s'en souvenir. Madame Piton devait préparer le dîner,
mais ses douleurs au dos étaient si fortes qu'elle ne pouvait pas se tenir debout. Alors, Josie prit le relais. Elle cuisina avec tout ce qu'elle avait. Un risotto aux champignons et à la truffe avec du bœuf braisé au vin rouge. Un plat qu'elle avait appris dans son ancien restaurant, mais qu'elle n'avait jamais été autorisée à préparer car le chef ne laissait pas un sous-chef s'occuper du plat principal. Ce soir-là, le plat principal était le sien. Chaque bouchée, chaque couche de saveur, chaque texture. Le repas était excellent. Les invités le louèrent. Brick hocha la tête une fois en signe d'approbation. Et Lennox regarda Josie alors qu'elle portait des assiettes à table avec un regard qu'elle ne pouvait pas entièrement lire, mais qu'elle pouvait sentir. Plus lourd que d'habitude, plus chaud d'un degré. Après le départ des invités et le retour au calme dans la maison, Lennox entra dans la cuisine et s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Josie se tenait à l'évier, le dos tourné, faisant la vaisselle, fredonnant doucement, inconsciente de sa présence. Elle chantait la berceuse de son enfance en famille d'accueil qui était devenue la chanson de cette maison. Et elle l'avait et fredonnait comme si elle avait toujours appartenu à cette cuisine. Comme si elle était née pour se tenir là, les mains dans l'eau chaude et la voix dans l'air chaud. Lennox se tenait là et regardait. Il ne la regardait pas cuisiner ou laver, mais il la regardait vivre. Il la regardait appartenir sans essayer. Puis elle se retourna et le vit, et ils s'immobilisèrent tous les deux. Elle avec une assiette mouillée dans les mains, lui appuyé contre le cadre de la porte. 3 pas entre eux remplis de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne nommait. Lennox dit, sa voix plus basse que d'habitude. « Merci. C'était très bon. » Puis il partit plus vite que la normale, comme si une seconde de plus, il pourrait dire quelque chose qu'il n'était pas prêt à dire. Josie le regarda partir, puis se retourna vers l'évier, et la chanson dans sa gorge s'était éteinte. 2 semaines plus tard, c'était l'anniversaire de la mort de Camille. Josie le savait parce que Mme Péton le lui avait dit ce matin-là, sa voix douce, plus froide, seulement triste. Aujourd'hui, c'est sa journée. Monsieur Ashford ne quittera pas sa chambre. Ne frappez pas, Josie hocha la tête, et comme prévu, Lennox n'apparut pas de la journée. Sa porte resta fermée. Aucun son ne venait de l'intérieur. Toute la maison semblait plus silencieuse que d'habitude, comme en deuil. Josie prépara le dîner pour les filles et pour Mme Péton. Et quand tout le monde fut couché, elle prépara une assiette supplémentaire. Le même risotto qu'il avait une fois terminé complètement. Elle la plaça sur un plateau avec un verre d'eau et une serviette, la porta à sa porte, la posa, frappa une fois doucement et dit à travers le bois, « Vous n'êtes pas obligé de manger, mais c'est là si vous voulez. » Puis elle s'éloigna sans attendre de réponse, sans insister, sans demander s'il allait bien, car elle savait qu'il n'allait pas bien, et demander ne ferait que le forcer à faire semblant. Le lendemain matin, Josie se leva tôt, entra dans la cuisine et vit 2 choses. D'abord, le plateau qui avait été devant la porte de Lennox avait disparu. L'assiette était lavée et laissée impeccable sur le comptoir. Deuxièmement, à côté de l'assiette se trouvait une petite fleur sauvage blanche, la tige coupée courte. Le genre que Josie plaçait souvent sur le rebord de la fenêtre de la cuisine parce qu'elle préférait les fleurs sauvages à celles achetées en magasin. Le genre qu'elle ne savait pas que Lennox remarquait, mais il l'avait clairement fait, car elle était là. Il n'y avait pas de mots, pas de paroles, rien d'autre que cette petite fleur blanche sur la table de la cuisine. Pourtant, Josie resta à la regarder longtemps et comprit. C'était la façon de Lennox de dire merci. C'était sa façon de dire « j'ai mangé ». C'était sa façon de dire « hier soir, tu m'as aidé à survivre à une journée que je ne voulais pas survivre ». Et il disait tout cela avec une fleur sauvage qu'il n'admettrait jamais avoir cueillie. Troy Whitfield est apparu un samedi après-midi alors que Josie préparait le dîner et que les filles regardaient des dessins animés dans le salon. La sonnette du portail a retenti et encore, stridente et insistante. La caméra de sécurité a affiché l'image d'un homme titubant devant les barreaux de femme, les cheveux en désordre, la veste froissée, les yeux injectés de sang. Assez ivre pour à peine tenir debout, mais assez bruyant pour que toute la rue l'entende. Brick a vérifié le moniteur, son expression se durcissant, et est sorti immédiatement. Josie n'avait pas besoin de voir l'écran pour savoir de qui il s'agissait. Elle a entendu sa voix, la voix de Troy, la voix avec laquelle elle avait vécu pendant 3 ans, douce quand il voulait quelque chose, cruelle quand elle le lui refusait. Et maintenant,
c'était la deuxième. Imprégnée d'alcool et de rage, hurlant à travers le portail en fer. Josie, je sais que tu es là. Sors, femme inutile, tu ne peux même pas avoir de bébé. Maintenant, tu joues la maîtresse de la mafia. Josie s'est figée au milieu de la cuisine, la cuillère en bois toujours à la main, le sang se retirant de son visage. En un instant, elle avait de nouveau 14 ans, debout dans son 5e foyer d'accueil, écoutant des mots qu'aucun enfant ne devrait jamais entendre. Madame Peton a réagi avant elle. Elle a immédiatement fait monter les filles à l'étage, leur disant calmement que quelqu'un s'était trompé de maison. Sa voix était stable, comme si elle avait déjà géré des situations comme celle-ci. Peut-être que oui. Brick a atteint le portail et s'est positionné entre les barreaux de fer et Troy. Même ivre, Troy n'était pas assez stupide pour ne pas voir que l'homme en face de lui pouvait lui briser le cou d'une seule main. Pourtant, il a crié, parce que l'alcool lui prêtait un courage qu'il ne possédait jamais sobre. Je suis son mari, j'ai le droit de voir ma femme. Puis Lennox est sorti, et l'air a changé. Il a franchi la porte d'entrée en chemise noire, les mains vides, l'expression illisible. Il s'est dirigé vers le portail avec l'autorité tranquille d'un propriétaire s'adressant à un insecte qui fait trop de bruit. Troy l'a vu et le peu d'instinct de survie qui restait dans son corps imbibé d'alcool s'est ranimé. Lennox Ashford n'avait pas besoin de se présenter. La façon dont il se déplaçait, la façon dont l'air semblait se refroidir autour de lui, la façon dont Brick s'est instinctivement écarté, tout cela parlait. Lennox s'est arrêté devant Troy et l'a regardé. Josie avait vu ce regard une fois auparavant, dans le sous-sol. Le regard qui lui avait glacé le sang. Le regard que toute la ville savait qu'il valait mieux ne pas provoquer. Troy s'est recroquevillé, se transformant d'un hurleur ivre en un lâche tremblant en une seule seconde. Lennox a parlé doucement, lentement, chaque mot atterrissant comme une goutte de glace. Vous avez 10 secondes pour disparaître. Si j'entends votre nom près d'elle à nouveau, ces 10 secondes seront les dernières que vous aurez. Il n'a pas crié, il n'a pas fulminé. Sa voix était plus silencieuse que des feuilles qui tombent, mais plus lourde que n'importe quel cri que Troy ait jamais entendu. Troy a couru, vraiment couru. Il a trébuché sur le trottoir, a failli tomber, puis a disparu au bout de la rue. Lennox est rentré, a fait un bref signe de tête à Brick et s'est dirigé vers la cuisine. Josie était assise par terre, le dos contre le placard, les genoux ramenés à la poitrine, le visage enfoui dans ses mains. Elle ne pleurait pas à cause de Troy. Elle avait cessé de pleurer pour Troy depuis longtemps, où elle pleurait de honte. Cet homme s'était tenu devant cette maison et avait crié au monde entier qu'elle était inutile, stérile. Et maintenant, Lennox le savait. Brick le savait. Madame Peton le savait. Toute la rue le savait. Et la honte coupait plus profondément que n'importe quelle insulte parce que ce n'était pas un mensonge. Elle ne pouvait vraiment pas avoir d'enfant. Elle avait vraiment été rejetée pour cela. Et cette vérité mise à nu devant des gens qu'elle avait commencé à apprécier lui donnait envie de disparaître dans le sol. Lennox s'est assis par terre à côté d'elle. Il n'a pas parlé. Il s'est simplement assis là, le dos contre le placard comme elle, et a attendu. Puis Josie a commencé à parler. Pour la première fois, elle a tout raconté. Pas l'histoire superficielle qu'elle avait partagée dans le bureau des semaines plus tôt, mais la partie la plus profonde qu'elle n'avait jamais racontée à personne. Pas à Troy, pas même à Laney. Elle lui a dit qu'elle était orpheline, que sa mère l'avait laissée à un hôpital à sa naissance, qu'elle avait grandi dans famille d'accueil, 7 foyers en 18 ans, et pas tout sûr, qu'il y avait des mains censées la protéger qui avaient fait le contraire, qu'elle avait quitté le système à 18 ans avec ses vêtements dans un sac poubelle noir et personne pour lui dire au revoir. Elle lui a dit qu'elle avait épousé Troy par désespoir, parce qu'elle avait 24 ans et n'avait jamais appartenu à personne, n'avait jamais eu de famille. Et Troy a dit qu'il l'aimait et elle l'a cru parce qu'elle avait besoin de croire, tu vois. Avait besoin de savoir que quelqu'un dans le monde l'avait choisi. Puis elle a parlé de l'infertilité, sa voix se réduisant presque à un murmure. Que lorsque le médecin a dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant, la première pensée qu'elle a eue n'était pas « je ne serai jamais mère », mais « je n'ai plus rien à donner ». Toute sa vie, elle n'avait rien eu. Pas de maison, pas d'argent, pas de famille. Elle pensait qu'au moins elle pourrait donner un enfant à quelqu'un. Au moins elle pourrait construire une famille, même si elle n'en avait jamais connu. Mais même ça, elle ne l'avait pas.
Lennox a écouté sans l'interrompre une seule fois. Quand elle a fini, le silence a rempli la cuisine. Puis il a parlé et sa voix a tremblé. La première fois qu'elle l'avait jamais entendu trembler. Pensez-vous que ne pas pouvoir avoir d'enfant vous rende moins précieuse? Josie n'a pas répondu car la réponse était déjà dans ses yeux. Lennox s'est tourné vers elle et dans son regard gris, quelque chose brûlait qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Les deux filles à l'étage, leur mère leur a donné naissance. Mais c'est vous qui les avez fait rire à nouveau. Paloma a parlé pour la première fois en 3 ans grâce à vous. Meadow dort toute la nuit sans cauchemar grâce à vous. Vous dites que vous n'avez rien à donner. Josie s'est effondrée, les larmes coulant librement. Et Lennox est resté assis là, à côté d'elle, sur le sol de la cuisine. Il ne l'a pas prise dans ses bras car il ne savait pas encore comment faire. Il n'a pas ajouté plus de mots car il avait dit tout ce qu'il pouvait. Mais il n'est pas parti. Et Josie a compris que pour Lennox Ashford, ne pas partir était sa façon de dire « Je suis là ». C'est arrivé un dimanche après-midi, alors que Josie et les filles faisaient des biscuits dans la cuisine. Meadow se tenait sur un tabouret pour atteindre le comptoir, les mains couvertes de farine, du chocolat étalé sur sa joue parce qu'elle goûtait plus qu'elle ne mélangeait. Paloma était assise à côté de la table, dessinant sur du papier sulfurisé, levant les yeux de temps en temps vers sa sœur et Josie avec de grands yeux paisibles. C'était le moment que Josie aimait le plus chaque semaine. La cuisine chaude, l'odeur du beurre fondu, le bavardage constant de Meadow, le doux grattement du papier pendant que Paloma dessinait. Une sorte de paix qu'elle n'avait jamais connue au cours de ses 27 années précédentes. Puis Meadow a demandé soudainement, sans avertissement, sans hésitation, de la voix claire d'une enfant de 5 ans qui ne comprenait pas encore que certaines questions font que les adultes arrêtent de respirer. « Mademoiselle Josie, est-ce que vous aimez mon papa? » Josie a failli y laisser tomber le bol de pâte. Elle a forcé un petit rire et a dit qu'elle aimait leur père, qu'il était un homme bon. Meadow a secoué la tête. Ses yeux sérieux, si semblables à ceux de Lennox, restaient fixes sans cligner. Pas comme ça. Comme maman aimait papa. Sur les photos, maman le regarde de la même façon que vous le regardez. Josie est restée immobile dans la cuisine, le bol toujours dans ses mains, ne sachant pas quoi répondre. Car elle ne savait pas quand une enfant de 5 ans était devenue assez perspicace pour voir à travers les adultes, pour voir ce que les adultes essayaient de cacher, pour remarquer la façon dont Josie regardait Lennox quand il n'en était pas conscient, pour remarquer quelque chose que Josie elle-même avait à peine osé nommer. Puis Paloma a parlé pour la première fois, entrant dans une conversation à laquelle personne ne l'avait invitée. Sa voix était douce comme un souffle, mais chaque mot était lourd comme de la pierre. « Je veux que tu restes pour toujours. » 6 mots de l'enfant qui avait à peine parlé à qui que ce soit pendant 3 ans. L'enfant à côté de qui Josie s'était assise pendant des heures à dessiner en silence. L'enfant qui l'avait une fois appelé maman dans sa fièvre et s'était corrigé. L'enfant dont les dessins montraient toujours une femme aux cheveux roux debout à côté d'une maison jaune. Josie a posé le bol et s'est agenouillée, prenant les 2 filles dans ses bras. Les mains couvertes de farine de Meadow autour de son cou, Paloma pressant son visage contre sa poitrine. La voix de Josie a tremblé, mais est restée stable. « Quoi qu'il arrive, quoi que ce soit, je vous aimerai toujours toutes les deux. Toujours. » Elle n'a pas promis de rester pour toujours car elle avait appris à ne jamais promettre ce qu'elle ne pourrait peut-être pas se tenir. Mais elle a promis l'amour car cela, elle pouvait le donner sans aucun doute. Cette nuit-là, Josie était allongée sur le canapé du salon, fixant le plafond. Incapable de dormir, la question de Meadow tournait dans son esprit. Vous regardez papa de la même façon que maman le faisait. L'enfant avait raison. Les enfants ne mentent pas sur ce qu'ils voient. Josie savait qu'elle aimait Lennox Ashford, pas parce qu'il l'avait sauvée d'une tempête de neige, pas à cause de la grande maison ou de l'avocat de chair, mais à cause des petites choses qu'il ne revendiquerait jamais, à cause de l'historique de recherche pour les bas pour femmes les plus chaudes à minuit, parce qu'il s'était assis sur le sol de la cuisine à côté d'elle et n'était pas parti quand elle pleurait, à cause du son rare de son rire quand Meadow racontait une mauvaise blague, à cause de la fleur sauvage sur la table de la cuisine le matin, après l'anniversaire de la mort de Camille, qu'il avait placé là et jamais mentionné. Elle l'aimait parce qu'il n'était pas bon de la manière dont le monde définissait le bien. Mais il était le père qui s'asseyait entre les lits de ses filles chaque nuit, même s'il rentrait à 3 heures du matin.
L'homme qui chantait des berceuses maladroites d'une voix si rauque que Josie devait retenir un sourire quand elle l'entendait à travers le mur. L'homme dont les yeux gris froids s'adoucissaient au-delà de toute reconnaissance quand il regardait ses enfants, si doux qu'il détruirait quiconque oserait en être témoin. Et pourtant, Josie avait peur. Pas peur de Lennox. Elle avait dépassé cela depuis longtemps. Elle avait peur d'elle-même, peur de ne pas être digne. Qui était-elle? Une fille élevée en famille d'accueil, sans diplôme, sans famille, incapable d'avoir des enfants. Une sous-chef qui avait perdu son emploi et avait été jetée pieds nus dans la neige par son mari. Qui était-elle pour aimer Lennox Ashford? Elle craignait que si elle le disait à voix haute, si elle l'admettait, elle perdrait tout ce qu'elle avait trouvé. Les filles, la cuisine chaude, les bottes marron, la fleur sauvage, la maison elle-même. Et elle n'était pas sûre de pouvoir survivre à la perte d'une chose de plus. C'est arrivé 3 nuits après l'après-midi de la confection de biscuits, alors que les filles dormaient depuis longtemps. Madame Piton s'était retirée dans sa chambre. Brick était assis dans la voiture devant le portail comme il le faisait chaque nuit, et la maison s'était installée dans le calme auquel Josie s'était habituée. Le calme de 2 heures du matin, où les seuls bruits étaient le faible bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac régulier de l'horloge de la cuisine. Josie terminait sa routine nocturne avant de se coucher. Elle essuyait les comptoirs, pliait les serviettes, vérifiait la cuisinière une dernière fois. De petits rituels qu'elle accomplissait parce que cette cuisine était devenue l'endroit où elle se sentait le plus à sa place dans la maison. L'endroit où elle était libre, où ses mains avaient de la valeur, où elle était simplement elle-même. Puis elle entendait des pas et Lennox entra dans la cuisine. Il ne venait jamais à cette heure. Il allait généralement directement du sous-sol ou de son bureau à la chambre de ses filles, puis à la sienne. La cuisine était le territoire de Josie, et il respectait cela de manière tacite. Il respectait beaucoup de choses. Mais ce soir, il entra, tira une chaise à la table de la cuisine et s'assit. Il posa ses 2 mains sur la table et la regarda. Josie se tenait près de l'évier, un chiffon toujours à la main, et croisa son regard. Elle savait que quelque chose était différent, car Lennox Ashford n'était pas un homme qui s'asseyait à une table de cuisine à 2 heures du matin pour une conversation futile. Il resta silencieux longtemps, assez longtemps pour que Josie ait failli parler, mais elle se retint, car elle avait appris que son silence n'était pas du vide. C'était le silence d'un homme essayant de former des mots qu'il n'avait pas l'habitude de dire. Finalement, il commença, sa voix plate comme d'habitude, mais avec une fissure en dessous. Je suis en train de m'arranger pour me retirer de tout. Le travail, le sous-sol, tout ça. Ça prendra du temps, peut-être 1 an, mais je le fais. Josie écouta, ne sachant pas pourquoi il lui disait cela. Selon les règles, elle ne posait pas de questions sur son travail, et il n'en parlait pas. Ce soir, il brisait sa propre règle. Lennox baissa les yeux sur ses mains posées sur le bois, puis leva les yeux vers elle. Et quand il continua, son ton changea. Il n'était plus plat, il était plus lent, plus lourd, comme si chaque mot devait être arraché d'un endroit qu'il avait scellé il y a 3 ans. J'ai vécu les 3 dernières années comme un homme mort. Se réveiller, travailler, rentrer à la maison, s'asseoir dans la chambre de mes filles dans le noir, répéter, ne rien ressentir. Je pensais que cette partie de moi était morte avec Camille. Je pensais que je passerais le reste de ma vie comme un corps ambulant sans âme. Et j'ai accepté cela parce que je ne pensais pas mériter plus. Il fit une pause, déglutit, et Josie vit le mouvement dans sa gorge, vit sa mâchoire se contracter et se relâcher. Elle vit l'homme que la ville craignait, luttant avec le langage, comme si les mots eux-mêmes le coupaient. Puis tu es arrivé, pieds nus dans la neige, et ma fille m'a dit d'arrêter la voiture. Il la regarda, et ses yeux gris n'étaient maintenant ni froids ni chauds, mais nus, dépouillés de l'armure qu'il avait portée pendant 37 ans. Je me suis arrêté. Je ne m'arrête jamais pour personne. J'ai croisé des centaines de personnes dans ces rues sans tourner la tête. Mais cette nuit-là, je me suis arrêté et je ne savais pas pourquoi. Ou peut-être que je le savais et que je ne voulais simplement pas l'admettre jusqu'à maintenant. Josie resta immobile, le chiffon toujours serré dans sa main, sentant tout en elle trembler. Pas de peur, mais avec la connaissance de ce qui allait arriver, le désirant et le craignant en même temps. Lennox continua. Tu as ramené cette maison à la vie. Tu as fait rire mes filles à nouveau.
Tu as fait en sorte que Madame Piton t'appelle par ton nom au lieu de Mademoiselle Whitfield. Tu as fait tous ces briques dans la cuisine pour cacher un sourire. Et cet homme n'a pas souri depuis que je le connais. Il s'arrêta, puis reprit la parole, et sa voix trembla vraiment pour la première fois qu'elle ne l'avait jamais entendue. Tu me donnes envie de rentrer à la maison. Pas seulement dans ce bâtiment, à la maison. Tu comprends? Avant toi, je revenais parce que mes filles étaient là. Maintenant, je reviens parce que tu es là. Il soutint son regard, et les mots suivants qu'il prononça furent dits sur un ton qu'elle savait qu'elle se souviendrait jusqu'à son dernier souffle. Tu n'es pas la cuisinière de cette maison. Tu es la maison. Josie s'effondra. Les larmes coulèrent librement sur son visage, tombant sur la main qui serrait encore le chiffon. Parce qu'en 27 ans, personne ne l'avait jamais regardé et vu un foyer. Ils avaient vu un fardeau, une orpheline, une épouse stérile, une pièce supplémentaire qui n'avait pas sa place. Lennox se leva, contourna la table, et pour la première fois depuis qu'elle vivait sous ce toit, il l'enlaça. Maladroit, raide, l'étreinte d'un homme qui avait oublié comment tenir quelqu'un. Ses bras se posèrent sur ses épaules avec incertitude, son menton reposant sur le sommet de sa tête. Il la tenait comme si c'était à la fois la première et la dernière fois. Et en vérité, c'était la première fois qu'il tenait quelqu'un depuis Camille. Josie parla contre sa poitrine, sa voix épaisse. « Je ne peux pas avoir d'enfant, tu le sais. Je ne peux rien te donner de plus. » Lennox ne la fit pas taire en haussant la voix, mais en resserrant ses bras autour d'elle. Sa réponse fut basse, vibrant à travers sa poitrine contre sa joue. « Tu m'as déjà donné tout ce que je ne savais pas qu'il me manquait. » Le premier baiser n'était pas comme dans les films. Il n'y avait pas de musique qui montait en arrière-plan, pas de chandelle, pas de moment parfait où deux visages s'inclinaient juste au bon angle et où tout se mettait parfaitement en place. C'était désordonné et hésitant, salé de larmes, car Josie pleurait encore quand Lennox pencha la tête. Il l'embrassa avec les lèvres d'un homme qui n'avait embrassé personne depuis 3 ans, raide et incertain. Bon. Comme s'il avait oublié comment faire ou craignait que s'il se laissait faire, elle pourrait disparaître comme Camille avait disparu. Josie lui rendit son baiser avec des lèvres mouillées de larmes, celles d'une femme qui n'avait jamais vraiment cru mériter d'être embrassée comme ça. Le baiser n'était pas parfait ou gracieux, mais il était réel, plus réel que tout ce que l'un ou l'autre avait connu depuis longtemps. Quand ils se séparèrent, leurs fronts se touchèrent, leurs souffles se mêlant. Josie laissa échapper un petit rire à travers ses larmes, et Lennox rit aussi. Un petit son qu'elle n'avait entendu qu'une poignée de fois en 4 mois. Le sourire qu'il réservait habituellement à ses filles quand elles ne regardaient pas. Maintenant, il le lui donnait. Ils s'assirent à la table de la cuisine, leurs doigts s'entremêlant. Sa grande main rugueuse enveloppant sa main plus petite et chaude. Et ils restèrent assis en silence, un silence qui n'avait pas besoin d'être comblé, car il était déjà plein. Puis Josie demanda, car elle pensait toujours aux filles en premier. « Que penseront les enfants? » Lennox la regarda et sourit à nouveau. La 2e fois en une nuit. Un record. Meadow m'a demandé la semaine dernière quand j'allais demander à Mademoiselle Josie d'être ma petite amie. Je n'ai pas répondu. Elle m'a regardé et a dit « Papa, tu es trop lent. » Josie éclata de rire. Un vrai rire, le premier en des mois qui ne semblait pas forcé. Et Lennox la regarda avec une expression qu'elle reconnaissait maintenant. Le regard d'un homme fixant quelque chose qu'il pensait d'avoir perdu pour toujours et qu'il avait retrouvé d'une manière ou d'une autre. Puis il redevint sérieux, sa main se resserrant doucement autour de la sienne. « Je quitte tout ça. Le sous-sol, le travail, tout. Ça prendra du temps. Ce ne sera pas facile, mais je le ferai pour mes filles. Pour toi. » Josie serra sa main en retour. « Je reste. » 2 mots simples, mais pour Lennox Ashford, qui avait autrefois perdu la seule femme qui lui avait jamais dit quelque chose comme ça. Ces mots pesaient plus que n'importe quel vœu. Le lendemain matin, Josie se réveilla au son d'un fracas venant de la cuisine. Pas le bruit de verre brisé, mais le chaos indubitable de vaisselle qui s'entrechoque. Elle se précipita en bas, pensant que quelque chose n'allait pas, et s'arrêta dans l'embrasure de la porte devant un spectacle dont elle se souviendrait toute sa vie. Lennox Ashford, l'homme qui régnait sur le South Side de Chicago et faisait trembler la ville, se tenait au milieu de la cuisine en train de mélanger de la pâte à crêpes. De la farine saupoudrait sa chemise noire, recouvrait le comptoir, était éparpillé sur le sol. Un œuf s'était cassé sur le comptoir et il semblait faire semblant de ne pas le voir. Son visage était crispé de concentration,
comme s'il négociait un accord d'1 million de dollars au lieu de mélanger de la farine et du lait. Josie s'appuya contre l'embrasure de la porte, riant. Lennox lui lança un regard mortellement sérieux et dit « Ce n'est pas aussi difficile que je le pensais », tandis que la traînée de farine sur son front prouvait le contraire. Puis les filles arrivèrent en courant. Le cri de Meadow remplit la maison. « Papa cuisine vraiment ». Elle se tenait au milieu de la cuisine, regardant avec incrédulité, puis se tourna vers Josie avec une expression comme si elle avait été témoin d'un miracle. « Mademoiselle Josie, vous avez complètement réparé papa. » Paloma suivit, contempla le désordre, son père couvert de farine, Josie riant. Puis elle se dirigea droit vers Josie et enroula ses bras autour de sa jambe. Elle leva le visage et demanda d'une petite voix chargée d'un océan d'espoir. « Tu restes vraiment? » Josie s'agenouilla à son niveau, écarta les cheveux de son front et hocha la tête. Car si elle essayait de parler, elle pleurerait. Et ce matin, elle voulait rire. Paloma la serra fort dans ses bras pendant un long moment, puis courut chercher du papier, ayant clairement besoin de dessiner cette scène avant qu'elle ne s'estompe. Madame Piton se tenait dans l'embrasure de la porte, la main sur la poitrine, les yeux rouges. Elle les essuya maladroitement avec le bord de son pull et se détourna rapidement avant que quelqu'un ne le remarque. Mais Josie le remarqua et son sourire s'élargit. Brick se tenait derrière Madame Piton, son visage aussi dur que jamais. Pourtant, le coin de sa bouche se courba très légèrement, juste assez pour que seule une personne observant attentivement le voie. C'était la première fois que Josie voyait quelque chose qui ressemblait à un sourire sur le visage intimidant du garde. Le petit déjeuner ce matin-là fut la pire fournée de pancakes que la maison ait jamais produite, à moitié brûlée et à moitié crue. Mais tous les 4 à table mangèrent chaque bouchée. Meadow déclara que c'était le meilleur petit déjeuner de sa vie. Non pas parce que les pancakes étaient bons, mais parce que c'était la première fois que son père se tenait dans la cuisine à cuisiner à côté de Mademoiselle Josie. Et cela avait un meilleur goût que toute autre chose au monde. La paix dura 3 semaines. 3 semaines dont Josie se souviendrait comme la plus belle période de sa vie. 3 semaines où Lennox rentrait à temps pour le dîner chaque soir, prenant sa place à la table de la cuisine, lui effleurant parfois la main quand personne ne regardait. 3 semaines où Meadow demandait chaque matin « Est-ce que papa cuisine encore aujourd'hui? » Et toute la cuisine riait. 3 semaines où Paloma dessinait des images qui contenaient maintenant 4 personnages au lieu de 3. Puis l'obscurité revint, et elle vint d'une manière que Josie aurait dû prévoir. Car Lennox l'avait prévenu que quitter ce monde ne serait pas facile et que personne ne voudrait le voir partir. Il commença le processus de retrait, transférant le pouvoir, coupant les liens qu'il avait tissés pendant 20 ans. Et tout le monde ne l'accepta pas. Le premier à ne pas l'accepter fut Kruger. Josie ne connaissait pas son vrai nom, seulement le surnom, car Brick l'avait mentionné une fois d'un ton qu'il réservait à quelque chose de vraiment dangereux. Kruger voyait le départ de Lennox comme une trahison, une faiblesse, une opportunité. Le premier signe arriva quand Lennox franchit la porte un soir avec une ecchymose naissante sur sa pommette gauche, un œil légèrement enflé. Quand Josie le regarda avec une inquiétude non dissimulée, il dit « Je suis tombé dans les escaliers. » Josie ne posa pas de questions. Elle savait que ce n'étaient pas des escaliers. Elle savait que demander ne ferait que le forcer à mentir à nouveau. Elle prit de la glace dans le congélateur, la pressa doucement sur son visage, puis retourna à la cuisinière et lui prépara un bol de soupe chaude. Quand elle le posa devant lui, il la regarda avec une expression qu'elle pouvait lire clairement. De la gratitude parce qu'elle n'avait pas demandé, et de la douleur parce qu'il ne pouvait pas lui dire la vérité. Les choses s'intensifièrent plus vite qu'elle ne s'y attendait. Une semaine après l'ecchymose, Brick ramena une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvaient 4 photographies de Paloma et Meadow dans la cour de leur école maternelle, prises de loin avec un téléobjectif, assez net pour capturer chaque visage, chaque sourire, chaque pas. Au dos de la dernière photographie se trouvait une ligne manuscrite. « Belle famille, gardez-les en sécurité. » Josie se tenait à côté de Lennox quand il l'ouvrit. Elle vit ses mains trembler, la première fois qu'elle voyait les mains de Lennox Ashford trembler. Puis, il serra la mâchoire et frappa la table une fois avec son poing, assez fort pour faire trembler la tasse de café. Il appela Brick et donna des ordres avec la voix que Josie n'avait entendue que dans le sous-sol, la voix du patron.
Doubler la sécurité autour de l'école. La doubler autour de la maison. Personne ne sort sans escorte. Personne. Aucune exception. Lennox perdit le contrôle. Pas en criant, mais en quelque chose de plus effrayant. Il devint froid. Plus froid que le jour où elle l'avait rencontré pour la première fois. Comme si la partie de lui qui avait commencé à dégeler au cours des dernières semaines avait été forcée de retourner sous la glace. Josie le regarda et sut qu'il avait peur. Vraiment peur. Pas pour lui-même, mais pour ses filles. Parce que Camille était partie et il n'avait jamais été certain que c'était un accident. Et maintenant, quelqu'un photographiait ses filles à l'école. Le point de rupture arriva une semaine plus tard. Josie était sur la banquette arrière avec Paloma et Meadow sur le chemin du retour de l'école. Brick conduisait, tout était ordinaire. Meadow parlait d'un projet artistique. Paloma était appuyée contre l'épaule de Josie comme elle le faisait toujours. Puis Brick se tut, ses yeux rivés sur le rétroviseur, sa mâchoire se contractant. Il parla d'une voix que Josie n'avait jamais entendue auparavant. Dépouillé de calme. Restez immobile. Ceinture de sécurité. Maintenant. Josie regarda en arrière et vit deux voitures noires les suivre. L'une accéléra, se déportant pour bloquer la route. Brick freina brusquement et tourna le volant. Les pneus crissaient contre l'asphalte. Meadow cria. Paloma ne cria pas, mais se raidit, tremblant comme une feuille. Josie ne réfléchit pas. Il n'y avait pas le temps. L'instinct l'emporta sur la raison. Elle prit les deux filles dans ses bras, s'enroulant autour d'elle, utilisant son corps comme un bouclier. Son cœur battait si violemment qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge. Pourtant, sa voix sortit stable, étonnamment stable. « Maman est là. Personne ne vous touchera. Maman est là. » Elle dit « maman » et ne s'en rendit compte que lorsque le mot avait déjà quitté sa bouche. Ce n'était pas un choix ou un calcul. C'était l'instinct. L'instinct d'une femme tenant deux enfants en danger. Et à ce moment-là, le seul mot vrai était maman. Pas de papier, pas de biologie, pas de permission requise. Elle était leur mère parce qu'elle donnerait son corps sans hésitation pour les protéger. Brick conduisit comme un possédé. Il coupa par une ruelle, changea de route 3 fois, traversa à toute vitesse un quartier industriel, revint à Gold Coast par une autre route. Quand la voiture s'arrêta enfin en sécurité à l'intérieur des grilles, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Josie tenait toujours les filles fermement. Meadow sanglotait contre sa poitrine. Paloma s'agrippait à sa chemise, tremblant silencieusement. Brick, l'homme au visage de fer qui parlait rarement et ne montrait jamais d'émotion, fit un seul signe de tête. Lent, lourd. Josie comprit ce signe de tête. C'était la façon de Brick de dire « Vous avez votre place ici ». Cette nuit-là, après que les filles se soient endormies, après que Josie ait bordé Meadow, qui hoquetait encore doucement dans ses rêves, et après que Paloma se soit accrochée à sa main jusqu'à ce qu'elle s'endorme complètement, Josie descendit et entendit la voix de Lennox venant du bureau. La porte était légèrement entr'ouverte. Une lumière jaune filtrait par la fente et sa voix était celle qu'elle craignait le plus. Pas le ton froid et contrôlé du sous-sol, mais la voix d'un homme qui avait perdu le contrôle. La voix d'un père qui venait de voir des photos de ses filles entre les mains d'un ennemi et comprenait que la prochaine fois, ce ne seraient peut-être pas des photos. Il parlait à Brick, vite et sèchement, et elle en entendit assez pour comprendre. Lennox voulait s'occuper de Kruger, s'en occuper à l'ancienne, de la manière que le sous-sol comprenait, de la manière que 37 ans dans le monde souterrain lui avaient appris à être la seule, décisive, finale, permanente. Brick se tenait là, écoutant, sans expression comme toujours. Et il ne discutait pas car il était le garde du corps, et les gardes du corps ne discutaient pas. Ils exécutaient les ordres. Josie se tenait devant la porte, le cœur battant dans ses oreilles. Elle savait que si elle partait maintenant, si elle montait et s'allongeait, prétendant ne pas avoir entendu, alors au matin, l'homme qu'elle aimait serait de nouveau l'homme que Chicago craignait. Et ses filles grandiraient dans cette ombre. Et tout ce qu'il lui avait promis à la table de la cuisine il y a 3 semaines mourrait avant d'avoir eu la chance de vivre. Elle poussa la porte et entra. Rick la regarda, les yeux s'écarquillant une fraction de seconde. Il secoua légèrement la tête, un avertissement, sa manière silencieuse de dire « non ». Mais Josie ne s'arrêta pas. Elle s'était arrêtée trop de fois dans sa vie. Elle était restée silencieuse trop de fois. Elle avait laissé les autres décider pour elle trop de fois. Ce soir, elle ne serait pas silencieuse. Lennox se tourna vers elle,
les yeux gris flamboyants de colère mêlée de peur, et dit sèchement, « Cela ne te concerne pas. Sors. » Josie ne sortit pas. Elle se tenait au centre du bureau, les mains serrées le long de son corps, et parla. Sa voix tremblait mais n'était pas faible. Tremblant de peur mais forte parce qu'elle croyait ce qu'elle disait. Si tu fais ça, tu gagnes une sécurité temporaire. Temporaire, mais tu perds tes filles pour toujours. Parce que Paloma et Meadow grandiront et elles sauront que leur père est un tueur. Elles te regarderont et verront du sang sur tes mains. Et tu les perdras. Pas parce que quelqu'un te les enlève, mais parce qu'elles partiront d'elles-mêmes. Et tu me perdras. Je ne suis pas parti parce que tu étais de la mafia. Je savais qui tu étais depuis le début, et je suis resté. Mais je partirai si tu choisis la violence alors qu'il y a un autre chemin. Lennox se tenait derrière son bureau, les paumes pressées contre le bois, les articulations blanches. Il était furieux, vraiment furieux, sa voix s'élevant plus vive qu'elle ne l'avait jamais entendue. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas comment ce monde fonctionne. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est être plus fort ou être mort. Et je ne laisserai pas mes filles mourir. Josie croisa son regard brûlant et ne recula pas. Elle avait reculé toute sa vie devant les parents d'accueil, devant Troy, devant tous ceux qui lui avaient crié dessus. Ce soir, elle ne reculerait pas parce qu'elle ne se protégeait pas elle-même. Elle protégeait les deux enfants qui dormaient à l'étage. Et l'instinct de mère qu'elle avait découvert des heures plus tôt dans la voiture était plus fort que toute peur. Je comprends. Je comprends un monde qui abandonne les gens. J'y ai vécu toute ma vie. J'ai été abandonné le jour de ma naissance, passé de maison en maison, blessé par des mains qui étaient censées me protéger, jeté pieds nus dans la neige par un homme qui disait m'aimer. Je comprends ce monde mieux que tu ne le penses. Elle déglutit, puis prononça chaque mot lentement. La violence ne protège personne. Elle ne fait que créer plus d'orphelins. La dernière phrase resta en suspens dans l'air du bureau. Lennox se figea, vraiment figea, parce qu'elle ne parlait pas seulement de Kruger, elle parlait d'elle-même, l'orpheline façonnée par la violence et l'indifférence des adultes. Et de Paloma et Meadow, deux petites filles qui pourraient perdre leur père d'une manière ou d'une autre s'ils s'enfonçaient dans les ténèbres ce soir. Il la regarda. Plus la fille pieds nus et tremblante sur un perron enneigé. Mais une femme debout, droite, les yeux rouges mais non courbés, parlant directement à un chef de la mafia, parce qu'elle aimait d'asseoir ses filles pour tout risquer. Le silence s'étira. Brick se tenait dans le coin, retenant à peine sa respiration. Puis Lennox ferma les yeux et expira. Quand il les rouvrit, le feu de la rage avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose que Josie n'avait vu qu'une seule fois auparavant, à la table de la cuisine à 2 heures du matin, quand il avait dit « Tu es la maison ». C'était une reddition, pas à un ennemi, mais à la vérité. Lennox dit à Brick d'appeler un avocat, un vrai avocat, pas un de la mafia, de contacter les autorités fédérales. Il remettrait des preuves contre Kruger au FBI en échange d'une liberté totale pour la famille Ashford. Il perdrait de l'argent, du pouvoir, l'ancien monde, mais il serait clean. Brick regarda Lennox, puis Josie, puis hocha la tête pour la deuxième fois de la journée et sortit pour passer l'appel. Cette nuit-là, Lennox et Josie s'assirent à côté du lit des filles, les regardant dormir, les épaules se touchant. Dans l'obscurité, Lennox murmura « Camille n'a jamais osé me parler comme tu viens de le faire. » Josie regarda les filles dormir et répondit doucement « Peut-être qu'elle t'aimait tellement qu'elle avait peur de te perdre. » Lennox tourna la tête vers elle dans le noir. « Tu n'as pas peur? » Josie regarda Paloma, tenant la main de Meadow dans son sommeil, puis de nouveau vers lui. « J'ai peur, mais j'ai plus peur de les perdre que de te perdre. » Lennox ne répondit pas. Il resserra seulement sa prise sur sa main. Et ils restèrent assis là, dans le noir, gardant le sommeil de deux enfants. Tous deux auraient brûlé le monde pour les protéger. 6 mois passèrent et le monde tourna d'une manière que Josie n'avait jamais osé imaginer pendant les plus longues nuits de sa vie. Les semaines après que Lennox ait remis les preuves au FBI furent les plus difficiles. La famille dut quitter le manoir de Gold Coast et s'installer dans un hôtel sécurisé à la périphérie de la ville. 2 chambres communicantes, Brick posté devant la porte 24 heures sur 24. Josie transforma l'évasion en une aventure pour les filles. Elle cuisina des nouilles instantanées dans la chambre d'hôtel avec une bouilloire électrique. Elle raconta des histoires de camping sur les forêts,
alors que par la fenêtre, il n'y avait qu'un parking. Elle dessina avec Paloma sur du papier à en-tête de l'hôtel et joua à cache-cache avec Meadow entre les deux petites chambres jusqu'à ce que la petite fille rit si fort qu'elle oublia qu'elle avait eu peur. Lennox regarda Josie gérer la vie à l'intérieur de ses deux chambres. Il la regarda transformer des nouilles en festin et la peur en jeu, et il sut plus certain que jamais qu'il avait fait le bon choix. Pas seulement en donnant les preuves, en arrêtant la voiture cette nuit-là dans la neige. Kruger fut arrêté un mercredi soir ordinaire. Le raid du FBI fut rapide. Lennox Ashford était officiellement libre. Plus de sous-sol, plus de réunions de minuit, plus d'ombre. Juste un homme de 37 ans avec deux petites filles et la femme qu'il aimait, apprenant à recommencer. Ils retournèrent au manoir de Gold Coast et la maison semblait exactement comme le jour de leur départ. Pourtant, elle semblait entièrement différente. Le sous-sol n'était plus qu'un sous-sol maintenant. La porte était grande ouverte. À l'intérieur, il était vide. Meadow courut en bas pour explorer et revint, déclarant avec déception qu'il n'y avait rien d'intéressant du tout. Au même moment, le divorce de Josie fut finalisé. L'avocat que Lennox avait engagé démantela tout. Il découvrit la liaison de Troy qui avait commencé avant qu'il ne jette Josie dans la neige. Il découvrit une utilisation abusive de leur compte joint. Finalement, Troy perdit presque tout et signa des papiers rédigés par l'avocat, pas par lui-même. Une semaine après la décision, Troy envoya un message à Josie depuis un nouveau numéro. Il était long. Il disait qu'il avait eu tort. Il disait qu'il regrettait tout. Il voulait une autre chance. Il disait qu'elle était la meilleure épouse qu'il ait jamais eue et qu'il avait été un imbécile. Josie lut le message à la table de la cuisine, la même table où Lennox lui avait dit un jour qu'elle était de la maison. Elle ne ressentit aucune colère, aucun triomphe, seulement de la tristesse pour un homme qui mesurait la valeur d'une femme à sa capacité à porter des enfants et réalisait trop tard qu'il avait chassé la chose la plus précieuse qu'il ait jamais eue. Elle répondit par une seule phrase. « J'espère que tu trouveras ce dont tu as besoin. » Puis elle supprima son numéro et ferma cette porte doucement et sans douleur, car elle se trouvait déjà quelque part où cette porte n'avait plus d'importance. Puis vint l'après-midi que Josie se souviendrait plus clairement que tout autre. Elle arriva à l'école pour récupérer les filles comme elle le faisait chaque jour. Brick conduisait. Elle sortit pour attendre au portail. Meadow sortit de la classe en trombe, son sac à dos rebondissant, les cheveux en bataille car elle ne gardait jamais ses barrettes en place. Elle vit Josie et son visage s'illumina. Elle se tourna vers une amie qui courait à côté d'elle et cria d'une voix claire de 5 ans qui résonna dans la cour. « Ma maman est là. » Puis elle s'arrêta, se figea au milieu de la cour. Ses yeux s'écarquillèrent en regardant Josie, la panique envahissant son visage. La peur d'un enfant qui avait prononcé un mot sans savoir si elle avait le droit de le dire. Josie se précipita vers elle, s'agenouilla à son niveau et demanda d'une voix tremblante qu'elle ne pouvait pas contrôler. « Comment viens-tu de m'appeler? » La lèvre inférieure de Meadow trembla. Des larmes montèrent à ses yeux. Elle murmura plus doucement que Josie n'avait jamais entendu cet enfant normalement bruyante parler. « Maman, je t'ai appelé, maman. Je suis désolée si tu ne veux pas. » Josie la prit dans ses bras, là, dans la cour de l'école, devant les autres parents et enfants, et elle pleura ouvertement sans essayer de s'arrêter. Meadow la serra en retour si fort que le petit sac à dos heurta le dos de Josie. Mais elle ne sentit rien d'autre que les petites bras autour de son cou et le mot « maman » résonnant dans ses oreilles. Une semaine plus tard, Paloma l'appela à sa manière. Pas avec des mots, car Paloma n'utilisait jamais de mots pour les choses les plus importantes. Elle utilisait des dessins. Elle tendit à Josie une nouvelle image plus détaillée que toutes les précédentes. 5 personnages se tenaient devant une maison brillant d'une lumière jaune. Papa était le plus grand. À côté de lui se trouvait la femme aux cheveux roux. Les 2 filles se tenaient entre eux. À droite se trouvait un grand personnage que Josie reconnut instantanément comme étant Brick, car Paloma l'avait dessiné 2 fois plus grand que tout le monde. Sous chaque personnage, Paloma avait écrit un nom. Papa, Paloma, Meadow, Brick. Sous la femme aux cheveux roux, elle avait écrit un mot en lettres majuscules soignées, appuyant chaque trait au crayon rouge. Maman. Josie regarda le dessin, ce mot, puis Paloma, l'enfant timide qui avait à peine parlé pendant 3 ans après avoir perdu sa mère. L'enfant à côté de qui Josie s'était assise pendant des centaines d'heures silencieuses à dessiner. L'enfant qui l'avait une fois appelé maman dans sa fièvre et s'était corrigé.
Maintenant, elle l'avait écrit délibérément, officiellement, sans le reprendre. Josie tint Paloma longtemps, plus longtemps que d'habitude. Paloma la laissa faire. Puis, d'une petite voix avec une pointe de sourire, elle dit « Maman, tu serres trop fort. » Josie rit à travers ses larmes et desserra légèrement ses bras, mais ne la lâcha pas. Elle pensa à la femme de 27 ans jetée dans la neige parce qu'elle ne pouvait pas devenir mère. La femme qui avait cru qu'un diagnostic d'infertilité était une sentence. La femme qui croyait n'avoir rien à offrir à personne. Maintenant, elle tenait sa fille dans ses bras et on l'appelait maman. Pas par la biologie, pas par le sang, mais par des berceuses dans la nuit, par des repas, par des dessins, par des câlins. En se tenant devant deux enfants dans une voiture et en disant « Maman est là », sans réfléchir. L'infertilité n'était plus une sentence. C'était simplement un fait, comme avoir les yeux gris ou être gaucher. Cela ne la définissait pas. Cela ne la limitait pas. Plus maintenant. Lennox se tenait dans l'embrasure de la porte. Personne ne savait depuis combien de temps il était là, regardant Josie tenir Paloma. Ses yeux étaient rouges, bien qu'il ne pleurât pas, car Lennox Ashford ne pleurait pas. Il s'avança doucement, s'agenouilla à côté d'eux et enroula ses bras autour des trois. Josie, Paloma et Meadow, qui étaient venus les rejoindre en courant. Les quatre se serrèrent les uns contre les autres sur le sol du salon de la maison de Gold Coast. Une famille. Exactement 1 an plus tard, par une autre nuit de février sous une tempête de neige, le vent hurla une fois de plus le long de Michigan Avenue. Mais alors que Josephine Ashford se tenait près de la fenêtre du manoir de Gold Coast, tout semblait différent. C'était le même genre de tempête qu'1 an auparavant. Le même vent hurlant, le même flou blanc, la même nuit noire et dense. Pourtant, tout était différent. Car il y a 1 an, elle était assise pieds nus sur les marches d'une boutique fermée, là dehors. Et maintenant, elle se tenait à l'intérieur d'une maison chaude, et à ses pieds se trouvaient des bottes en cuir marron. La première paire éraflée aux orteils, usée aux talons, délavée par endroits. Elle aurait pu les remplacer une 12aine de fois maintenant, mais elle ne le ferait jamais. Ces bottes étaient le début de tout. Elles étaient un dessin au crayon. Elles étaient les mots « pour que tu n'aies plus jamais à marcher pieds nus ». Elles étaient un historique de recherche de minuit sur un ordinateur portable. Elles étaient la façon dont un homme qui ne savait pas dire « je t'aime » le disait avec des chaussures. Derrière elle, la maison était plus vivante qu'elle ne l'avait été en 4 ans. Meadow, maintenant âgé de 6 ans, dirigeait Brick alors qu'il accrochait des lumières, les mains sur les hanches, donnant des ordres haut, grands et intimidants garde. À gauche, plus à gauche, non. Ton autre gauche, plus haut. Oncle Brick, tu es grand. Pourquoi les accroches-tu si bas? Brick, un homme autrefois craint dans tout le South Side de Chicago, obéissait à une enfant de 6 ans sans se plaindre. Il jetait de temps en temps un coup d'œil à Josie avec une expression qui disait « Sauve-moi », ce qu'elle faisait semblant de ne pas remarquer. Paloma était assise à la table de la cuisine, faisant des cartes, dessinant lentement et soigneusement, sa langue sortant du coin de sa bouche en concentration. Cette fois, son dessin montrait 5 personnes debout dans la neige. Papa, maman, Josie, Paloma, Meadow, Uncle Brick, tous souriants. Au-dessus d'eux, elle écrivit « Notre famille ». Josie regarda et pensa à l'automne qui venait de passer, à un après-midi chaud sous les feuilles d'érable rouge dans le jardin, où elle se tenait dans une simple robe blanche face à Lennox, tenant un bouquet de fleurs sauvages. Elle les avait cueillies elle-même car elle préférait les fleurs sauvages à tout ce qui s'achète en magasin. Lennox portait un costume noir et la regardait avec des yeux gris qu'elle n'avait jamais vus humides auparavant. Paloma et Meadow étaient des demoiselles d'honneur en robe rose qui refusaient de rester immobiles. Brick servait de témoin, l'air presque comique dans un costume que personne ne semblait fabriquer à sa taille. Madame Petton était assise au premier rang, pleurant plus fort que la mariée, pleurant du moment où Josie est sortie jusqu'à la fin de la cérémonie. Et quand elle a embrassé Josie après, elle a murmuré à travers ses larmes « Camille serait heureuse pour vous. Elle serait si heureuse. » Lainey était venue en avion et était restée légèrement ivre du début de la réception à la fin. Elle a prononcé un discours déclarant que c'était la preuve que l'univers ne détestait plus Josie Whitfield. Je veux dire, Josie Ashford. Je m'y habitue encore. Et toute l'assemblée a ri pendant que Josie pleurait.
car pour la première fois, elle avait des amis, une famille, quelqu'un qui se levait pour dire du bien d'elle devant les autres. Elle pensa aussi à la boulangerie. La petite boutique de Lincoln Park qu'elle avait ouverte 3 mois plus tôt avec les encouragements de Lennox et son argent. Il insistait sur le fait que c'était un investissement, pas un cadeau, bien qu'elle sût qu'il le disait ainsi pour protéger sa fierté. Elle l'avait nommé Pieds de nu. Les clients demandaient souvent l'origine du nom. Elle souriait seulement et n'expliquait jamais, car l'histoire derrière lui appartenait. 2 employés, une liste croissante de clients réguliers. Pour la première fois de sa vie, elle possédait quelque chose qui lui appartenait entièrement. La voix de Meadow la ramena à la réalité. « Maman, tu regardes Uncle Brick accrocher les lumières? Est-ce qu'elles sont belles? » Le mot « maman » résonnait naturellement dans la maison, comme s'il y avait toujours appartenu. Lennox s'approcha derrière elle et enroula ses bras autour de sa taille, posant son menton sur sa tête. Sa chaleur se propagea le long de son dos. Ils se tinrent ensemble à la fenêtre, regardant la tempête. Josie parla doucement. « Il y a un an, j'étais pieds nus dans la neige, pensant que ma vie était finie, pensant que je n'étais rien, que je n'avais rien, que je ne méritais rien. » Lennox la serra plus fort, elle sourit. Puis tu as dit 4 mots. Sa voix était chaude contre son oreille. « Montez dans la voiture. » Elle rit. La version romantique est « Viens avec moi. » Meadow, qui s'était glissé entre eux sans que personne ne s'en aperçoive, leva les yeux avec un sérieux grave. « Papa a dit « Montez dans la voiture. » Exactement. Rien de romantique là-dedans. Le rire remplit la maison. Paloma courut pour se joindre à l'étreinte. Brick secoua la tête à la côté de l'arbre, bien que le coin de sa bouche se soulevât. Madame Piton se tenait dans l'embrasure de la cuisine, s'essuyant les yeux pour ce qui semblait être la millionième fois cette année. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur de la maison, il y avait de la chaleur, de la lumière et des rires. Parce que parfois, la vie prend tout pour vous donner quelque chose de mieux. Parfois, il faut perdre ce que l'on pensait avoir besoin pour trouver ce que l'on mérite vraiment. Parfois, il faut marcher pieds nus dans une tempête de neige pour apprendre que quelque part, une paire de bottes vous attend. Un dessin au crayon qui dit « Bienvenue ». 2 enfants qui vous appelleront maman. Un homme qui arrêtera la voiture au milieu d'une tempête parce que sa fille dit « Elle pleure, papa ». Et parfois, dans les nuits les plus froides et les plus sombres, il suffit de 4 mots. Montez dans la voiture, 4 mots qui changent tout. Des mots qui vous ramènent à la maison. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez prendre un moment pour aimer et la partager avec quelqu'un que vous aimez, avec quelqu'un qui traverse peut-être sa propre tempête et a besoin de croire que les miracles existent encore. Abonnez-vous à la chaîne pour entendre plus d'histoires qui touchent le cœur chaque jour. Nous aimerions vraiment savoir ce que vous avez ressenti après cette histoire. Quelle partie vous a fait pleurer? Quelle partie vous a fait sourire? Et si elle vous a rappelé quelqu'un dans votre propre vie? Partagez ce que vous avez sur le cœur dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque ligne et chérissons chaque mot. Nous souhaitons à chacun d'entre vous une bonne santé, de la joie dans vos journées et la paix dans votre vie. Et si vous traversez votre propre tempête ce soir, croyez que quelque part, quelqu'un s'arrêtera pour vous. Au revoir et nous nous retrouverons dans la prochaine histoire.